Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Vous le savez, tous les jours, un peu avant midi, on se retrouve pour une émission avec de l'info, de l'humeur et une émission sans filtre, bien évidemment. Bonjour Eric. Bonjour Magali. On va parler de la France aujourd'hui. Oui. Comme chaque jour, la France, vous le savez, qui face à la menace russe a renforcé son partenariat militaire avec l'Ukraine, va lui livrer jusqu'à 100 rafales, mais aussi envisage de rétablir le service militaire. Oui, vous avez bien entendu, Emmanuel Macron fera des annonces dans les prochaines semaines, un service militaire nouvelle génération, sans doute sur la base du volontariat. Ce sera notre grand dossier à 13h30. On vous donnera la parole et on donnera la parole évidemment également à un militaire qui pourra répondre à nos questions. Elles sont nombreuses. Regardez, c'est le général Nicolas Richaud qui sera avec nous. À tout à l'heure, général. Et puis on va parler également des contribuables qui paient beaucoup d'impôts. Vous savez qu'il y a une nouvelle note de Bercy qui nous dit que les riches, je ne parle pas des milliardaires, je parle des Français les plus riches, les 10% de Français les plus aisés, les super cols blancs on va dire, paient désormais les 3/4 de l'impôt sur le revenu des Français. Donc en fait, comment dire les choses ? Peut-être qu'on pourrait dire de temps en temps, merci les riches. Enfin ça c'est mon opinion. Et puis, on se posera une question. Un artiste devrait-il dire ça ? Après la prise de position d'Alain Souchon contre le Rassemblement national, les réactions n'arrêtent pas. Les personnalités publiques doivent-elles se prononcer politiquement ? Est-ce que c'est leur rôle ? C'est la question que l'on se posera. On attendra évidemment des questions sans filtre. C'est parti. Et puis, on va commencer tout de suite. Je crois qu'il y a on attend le jingle comme ça. J'attendais le jingle, bouche ouverte comme ça. On va commencer les amis tout de suite par une information qui vous concerne, qui concerne quand même 7 millions de Français. La taxe foncière va augmenter. Mais attention, on n'augmente pas les taxes et les impôts. C'est pas une augmentation. Moi je vous dis que c'est une augmentation, mais officiellement ça n'en est pas une. Donc la taxe foncière va augmenter pour 7 millions de Français. Une hausse en moyenne, attention c'est un chiffre moyen, de 63 €. C'est une décision de Bercy, une décision qui tout de suite fait assez polémique. Regardez ce reportage qui nous dit tout de Matteo Ciavarino. Voilà une mise à jour que vous auriez préféré éviter. Pour moi, c'est pas forcément justifié comme augmentation. Je me dis que c'est encore une façon un peu détournée de renflouer un peu les caisses. Effectivement, cette hausse de la taxe foncière devrait rapporter 466 millions d'euros supplémentaires aux collectivités locales qui connaissent une hausse de leurs dépenses de fonctionnement. Alors, en activant ce levier fiscal, Bercy s'évite une potentielle compensation financière et donc de creuser un budget déjà fragile. Je souhaite donc rassurer les Français. Nous n'avons pas de hausse de la taxe foncière prévue, cachée. Nous avons une mise à jour que les collectivités locales nous demandent chaque année de mener. La hausse serait de 63 € en moyenne pour 7,4 millions de logements qui connaissent pourtant des situations bien différentes. Alors le problème, c'est que Bercy n'a aucun élément pour pouvoir procéder à une mise à niveau de la taxe foncière, eu égard ces éléments de confort. En 10 ans, la taxe foncière a augmenté en moyenne de 37% sur l'ensemble du territoire français. Évidemment, c'est un sujet qui nous intéresse. On y reviendra, notamment avec nos éditorialistes à 12h50. Vous comprendrez un peu mieux pourquoi ça fait polémique. Il y a quelques détails qui se cachent dans cette mesure et vous allez peut-être bondir comme nous, ça nous a fait bondir ce matin. Allez, une phrase choc maintenant. Je ne me tairai pas, c'est le cri poussé aujourd'hui par Amin Kessassi, le militant écologiste connu pour son combat contre le narcotrafic à Marseille, signe une tribune dans Le Monde alors que son frère, assassiné la semaine dernière, a été inhumé hier. D'ailleurs, voilà ce qu'il déclare alors que lui-même fait l'objet de nombreuses menaces de mort. Écoutez, je dirais et je répéterai que mon frère Mehdi est mort pour rien. Je dirais la violence du narcotrafic. Marie Belot est avec nous. Marie, malgré la douleur, on voit que, c'est dingue d'ailleurs quand on y réfléchit, malgré cette tragédie, malgré ce deuil, la famille reste extrêmement combative. Oui, et il l'écrit clairement, je parle parce que je ne peux que lutter si je ne veux pas mourir, je parle parce que je sais que le silence est l'abri de nos ennemis. Amin Kessassi parle d'une lutte à mort qui est engagée face à un tel ennemi. Comprendre les narcotrafiquants, la lâcheté des commanditaires, dit-il, et la dérive folle de ceux qui exécutent des contrats
brise des vies. Le militant exhorte désormais l'État à agir. Je le cite, il est temps de faire revenir les services publics dans les quartiers, de lutter contre l'échec scolaire qui fournit aux trafiquants une main-d'œuvre soumise. Nous comptons nos morts, mais que fait l'État ? Demande-t-il. Amine Kessassi a dû assister hier aux obsèques de son petit frère entouré par le RAID. Il parle dans sa tribune des menaces qui pesaient sur lui, mais il s'interroge sur la protection de ses proches. Comment ne pas savoir que ma famille pouvait être touchée ? Le militant écologiste et antidrogue finit par un appel au sursaut collectif. Il faut que notre révolte face au narcotrafic soit durable, collective. Levons-nous, ensemble, courage. On ne peut pas tuer tout un peuple. Ce sont ses derniers mots. Merci Marie Belot. Quand je vous écoute, ça me fait penser à la prise de conscience en Italie il y a 30 ans. Sauf que voilà, on a 30 ans de retard. À Marseille, la situation n'est pas comme elle l'était en Sicile, mais quand même, on se souvient des premières révoltes citoyennes dans le sud de l'Italie il y a une trentaine d'années. Sur cette question, justement, Jordan Bardella du Rassemblement National s'est exprimé ce matin. Il estime pour sa part que l'État français est trop laxiste et que la guerre est déjà perdue. Nous sommes condamnés à perdre une guerre que nous refusons de mener. Le narcotrafic est aujourd'hui fait peser un risque de sécession de notre pays dans d'innombrables banlieues, dans d'innombrables territoires où l'État a totalement confié la gestion a laissé d'ailleurs des trafiquants de drogue s'emparer des missions de pouvoir public dans lesquelles ils font régner un autre droit que celui de la République française. Et si demain nous sommes à la tête du pays, non seulement nous mènerons cette guerre contre le narcotrafic, mais nous entendons mettre en place un arsenal sécuritaire et un arsenal judiciaire et pénal, dont j'ai dit qu'il aurait vocation à être l'un des plus drastiques d'Europe, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui le pays le plus laxiste d'Europe en la matière. Et le maire de Marseille, Benoît Payan, lui demande plus de moyens à l'État pour lutter contre ce trafic de drogue. À cette occasion, il a fait une révélation saisissante. Il fait lui aussi l'objet de menaces de mort, de nombreuses menaces. Il a même dévoilé un chiffre. Écoutez bien. J'ai eu 402 menaces de mort depuis le mois de septembre. J'ai reçu 402 menaces de mort. Vous êtes sous protection ? Non. Pas de menaces de mort directes des narcotrafiquants. Il y a des gens qui sont improbables, il y a des gens qui, et c'est d'ailleurs pas souvent des Marseillais, et croyez-moi, c'est quelque chose avec lequel il faut vivre. Vous avez peur ? J'ai déposé plainte. Non, j'ai pas peur, je n'ai pas à avoir peur. Dès qu'on a peur, en fait, ils ont gagné. Dès qu'on se tait, et je trouve que le silence est assourdissant à Marseille, notamment d'une part, ou même de la majorité de la classe politique. Parce que, en effet, ce qui s'est passé avec Mehdi, si on essaie de le comprendre, ça veut dire taisez-vous. Voilà, et pour sa part, le président de la République, Emmanuel Macron, continue son tour de France pour alerter les citoyens sur les dérives des réseaux sociaux. Il est à Arras cet après-midi. Et à l'Assemblée, la lutte s'organise également. Les députés macronistes viennent de déposer une proposition de loi parmi les pistes, interdire les réseaux sociaux, ça on le sait, pour les moins de 15 ans, et établir un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans. Et ce serait de 22h à 8h du matin. Les détails avec Margot Perry. Née presque smartphone à la main, la génération alpha pourrait bientôt être privée de réseaux sociaux pour en prévenir les dangers. Parfois il y a des trucs vraiment très bizarres qu'on peut tomber, ça peut choquer. Je pense qu'à ça, même si t'es en cours. Non, moi je vois rien de danger. Et c'est à cause des réseaux sociaux que j'arrive pas trop à faire mes devoirs. Constat partagé par les députés du camp présidentiel à l'origine de la proposition de loi, qui souhaitent leur interdiction stricte avant 15 ans. Une mesure difficile à mettre en place. Ça passe par la vérification de l'âge des utilisateurs des réseaux sociaux. Et ça, il n'y a pas de solution magique qui permette de faire ça sans nuire et atteindre à la vie privée. Autre souhait, instaurer un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans, entre 22h et 8h du matin. Mais pour une partie de la gauche, le texte escamote la responsabilité des géants du numérique. L'idéal serait quand même de réguler l'algorithme de ces réseaux sociaux avant d'en interdire l'usage. Mais est-ce qu'on peut le faire ? Tout cela ne peut pas se répondre comme ça. Selon l'Arcom, près d'un enfant sur deux utilise les réseaux sociaux avant 13 ans. Une pratique pourtant interdite par les plateformes. Voilà, et puis c'est l'image de la nuit, mesdames, messieurs. Donald Trump a reçu en grande pompe MBS, Mohammed Ben Salman, de la cérémonie d'accueil jusqu'au dîner d'État. C'est le mot faste qui vient à l'esprit. Le prince héritier d'Arabie Saoudite a été traité avec des égards exceptionnels et le président américain, publiquement d'ailleurs, n'a pas été avare de compliments vis-à-vis de son hôte. C'est un homme extrêmement respecté qui est dans le bureau ovale aujourd'hui, et un ami de longue date, un très bon ami. Ce qu'il a fait en matière de droits humains est incroyable.
Voilà, et Magali Barthès est avec nous pour l'analyse. Bonjour Magali. On l'a vu sur cette image au moment où Donald Trump prend la parole que MBS de son côté ne boudait pas non plus son plaisir. Il a même le sourire et il y a de quoi jubiler lorsqu'il entend les louanges de Donald Trump. Les défenseurs des droits de l'homme, eux, ils s'étranglent à ce moment-là parce que tout le monde a en tête le sort de Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi, c'est ce journaliste saoudien qui a été tué puis démembré dans le consulat saoudien d'Istanbul il y a 7 ans par les agents du régime parce qu'il était trop critique justement du pouvoir. La CIA avait alors directement accusé le plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire MBS, d'être derrière cet assassinat. Joe Biden avait alors promis de le traiter en paria. Eh bien, Donald Trump lui offre une spectaculaire réhabilitation diplomatique et il va même jusqu'à s'en prendre à une journaliste qui ose poser la question sur le journaliste assassiné. MBS en échange annonce plus de 1000 milliards d'investissements aux États-Unis, l'achat de dizaines de F-35 aux yeux de Donald Trump. Ça vaut bien un retour en grâce. C'est vraiment la réelle politique qui est à l'œuvre maintenant à Washington. Oui, Magali Barthès, l'affaire Khashoggi laissera sans aucun doute une tâche indélébile dans la trajectoire d'MBS, mais n'oublions pas quand même qu'il a ces dernières années considérablement libéralisé la société saoudienne. De nombreux observateurs observent que la situation des femmes n'est plus la même, le permis de conduire, la possibilité de sortir. Beaucoup de femmes sont non voilées aujourd'hui dans les rues des grandes villes d'Arabie Saoudite. Enfin, la situation sur le plan social a un tantinet changé, même si je ne nie pas ce que vous dites. L'affaire Khashoggi est une horreur indélébile. Mais le nombre d'exécutions aussi a augmenté en Arabie Saoudite. Et il joue évidemment cette carte-là auprès de Donald Trump pour justement avoir et obtenir cette réhabilitation diplomatique. Merci beaucoup Magali pour cette analyse. Allez, on va retourner en France pour vous raconter une histoire très révélatrice du manque de moyens de nos urgences. À Rouen, une femme a attendu très longtemps, qu'un lit d'hospitalisation se libère. Elle a attendu précisément plus de 2 jours. Et on veut préciser une chose, c'est que cette femme, elle est âgée de 99 ans. L'histoire racontée par Kylian Chaput et Anaëlle Forveille. Alors qu'elle a du mal à respirer, Claire, 99 ans, est transportée aux urgences du CHU de Rouen. Prise en charge le vendredi, les médecins l'auscultent, mais ce n'est que le lundi, 64 heures plus tard, que la patiente obtient enfin un lit d'hôpital. Sa petite fille raconte. Quand j'ai demandé si on pouvait la mettre au moins sur un lit, même si elle restait dans ce box, elle n'a pas pu, il n'y avait pas de lit. Donc elle est restée sur le brancard, mais on lui a mis un surmatelas. Quand elle est arrivée dans son service de gériatrie le lundi, elle était un petit peu complètement déboussolée. Selon les syndicats du personnel, ce cas est loin d'être isolé. Régulier qu'on trouve des patients dans les couloirs sur des bars en attente d'une hospitalisation. Les services sont saturés, ils ne peuvent pas prendre en amont ou en aval les patients qui passent aux urgences. La direction du CHU évoque une situation exceptionnelle. Ce jour-là, 250 patients ont été pris en charge, contre 200 pour une journée habituelle. La tension sur les lits disponibles au CHU de Rouen était particulièrement forte. Cette situation a malheureusement généré une attente anormalement prolongée dans le service des urgences pour les patients nécessitant une hospitalisation en aval de leur passage. Aujourd'hui, Claire est sortie de l'hôpital, mais reste fatiguée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous car on va parler des riches. On a une nouvelle donnée qui vient d'être publiée par Bercy hier. 10% des ménages français paient à eux seuls 3/4 de l'impôt sur le revenu. Ça a encore augmenté. Les plus aisés, toujours trop taxés. Ça sera le sens de mon édito dans un instant. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je vous le dis de temps en temps dans la vie, il faut dire merci les riches. À tout de suite. Mais quelle joie de vous retrouver, mesdames, messieurs. Éloignez les chastes oreilles et les enfants. Nous allons parler des riches. Autour de la table, il y a Benoît Perrin, économiste et directeur général de Contribuables Associés, la grande association française dont on ne parle pas assez. Il y a Dominique Busseau, PDG de Forbes France et de Time France. Merci Dominique d'être avec nous. À chaque fois qu'on parle des riches, on demande à Forbes de venir. Pourquoi ? C'est le journal des riches, le magazine Forbes ? Eh ben non, pas du tout. Le magazine Forbes, c'est le journal des entrepreneurs, ceux qui réussissent. Mais il faut savoir, quand il y a 100 entrepreneurs, il y en a peut-être 10 qui réussissent, il y en a peut-être qu'un qui s'enrichit vraiment. D'accord.
Très bien, vous avez très bien défini le contour de votre journal. Jean-Philippe Delsol est avec nous, avocat, président de l'Institut de recherche économique et fiscale, l'IREF. Il est avec nous par visio. Est-ce que vous nous voyez, Jean-Philippe Delsol? Il est là. Très heureux de vous avoir avec nous. Et Nivine Potro, c'est de la partie. Bonjour, ma chère Nivine. Et la sublimissime Magali. Il faut que j'arrête de vous appeler Magali Barthès. Nous avons souvent la sublimissime Magali Barthès, mais c'est Magali Lunel qui est avec moi. Oui. Tout va bien. Vous êtes toutes les deux sublimes et vous appelez toutes les deux Magali. Voilà. D'où ma confusion, vous savez, un certain âge. Les amis, je ne sais pas si vous êtes bien en place, mais j'ai quelque chose à vous dire. Ce qui ressort des récents débats parlementaires, c'est que les riches français ne paient pas assez d'impôts. Vous l'avez entendu, ça a été dit et redit à l'Assemblée nationale ces dernières semaines. C'est dans ce contexte que hier, la Direction générale des finances publiques de Bercy a publié des nouveaux chiffres très intéressants. Les impôts payés par seulement 47% des Français, les impôts sur le revenu, quand même on est un des rares pays du monde où il y a seulement la moitié des contribuables qui paient l'impôt sur le revenu. Donc cet impôt payé par 47% des Français a rapporté plus que prévu cette année, plus 9,9% de récolte fiscale grâce à l'impôt sur le revenu. C'est nouveau. Et alors ce que l'on sait, c'est que les 10% de Français les plus aisés, on appelle ça le décile, je vous parle pas des milliardaires là, je vous parle des cols blancs, des architectes qui ont réussi, des médecins qui ont réussi, des avocats qui ont réussi, voilà, des super cols blancs. Et ben ces 10% de Français paient à eux seuls les 3/4 de l'impôt sur le revenu de tous les Français, voilà. Et sur cette augmentation de la récolte de l'impôt sur le revenu, de 9,9 dont je viens de vous parler, eh bien à eux seuls, ces Français là, ces cols blancs, ça payent 6,2. Donc 6,2% des 9,9. Donc c'est la première raison pour laquelle j'ai envie de leur dire merci déjà. Alors maintenant, on va parler d'un autre segment plus réduit. On va parler des 0,1% de Français les plus riches. C'est le millième des Français. Ça représente 40 000 ménages à peu près. Eh bien, ces 40 000 ménages paient à eux seuls 13% de l'impôt sur le revenu de toute la France, de 68 millions de Français. Bon, j'ai envie de dire une deuxième fois, un petit discret, merci les plus aisés, merci les riches. 1 millième des Français qui paient quand même 13% de l'IR de tout le pays. Voilà. Ça fait en moyenne un chèque moyen pour ces gens-là de 264 000 euros par foyer. Ce sont les toutes dernières données de l'INSEE. Je n'invente rien. C'est pas des milliardaires, je le redis, ces Français-là. Ce ne sont pas des milliardaires. Arrêtons avec le mythe Bernard Arnault. Ce sont des super cols blancs, ce sont les 10% de Français les plus riches. Alors, ces super riches-là, ces riches, quel est le pourcentage de leur revenu qui part aux impôts? Eh bien, toujours selon les chiffres de Bercy, et avec la nouvelle contribution des hauts revenus, attention, il y a des éléments fiscaux qui sont en place depuis quelques exercices fiscaux, notamment cette contribution sur les revenus, eh bien, ces riches arrivent, dans certains cas, à payer 49% de leurs revenus juste en impôts sur le revenu. 49% de leur revenu annuel juste en impôts sur le revenu. C'est sans aucun doute, à mon avis, là, c'est très personnel, mais je pense que c'est un record mondial. Il ne doit pas y avoir tellement de contribuables dans les autres pays du monde qui arrivent à donner la moitié de leurs revenus aux impôts. Mais donc je n'hésiterai pas à dire quelque chose qui peut-être un peu gêner dans ce doux pays de France obsédé par l'égalité. J'ai très envie de dire très officiellement merci les riches, merci, ce ne sont pas des milliardaires qui paient la majorité de l'impôt sur le revenu en France, c'est vous, les 10% de Français les plus aisés, les plus fiscalisés du monde, qui paient 75% de l'IR, pour l'IR des 68 millions d'autres Français. Merci les riches. Le débat qui peut commencer sur ces remerciements, est-ce que c'est partagé par vous, Benoît Perrin, déjà? C'est totalement partagé, et encore la liste n'est pas terminée. C'est-à-dire que quand on voit effectivement les plus hauts revenus, il faut rappeler que, vous l'avez dit, ils paient l'impôt sur le revenu, ils paient la contribution exceptionnelle sur le revenu, ils paient maintenant depuis un an la contribution différentielle sur le revenu, mais ces gens-là, ils sont souvent propriétaires. Donc ils paient la taxe foncière, plus 38% en 10 ans, ils paient la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, avec en plus des majorations dans certaines villes, ils paient souvent l'impôt sur la fortune immobilière. Donc ça, c'est pour leur côté personnel. Et en plus, souvent, ils sont chefs d'entreprise. Et donc, du coup, ils paient évidemment l'impôt sur la société, ils paient des cotisations sociales. Donc, je veux dire, il faut bien comprendre que le système social est financé aujourd'hui. C'est en grande partie, effectivement, et les services publics de manière générale, c'est effectivement parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui financent vraiment directement, encore une fois, les différents services publics. Jean-Philippe Delsol est avec nous. Il est avocat fiscaliste, président de l'Institut de recherche économique et fiscale à l'IREF. Jean-Philippe, vous êtes là. Je sais, parce qu'un jour, vous me l'avez dit, que vous avez des clients, vous, avocats,
qui vous disent c'est plus possible, il faut qu'on organise mon expatriation fiscale. C'est la notion très importante du consentement à l'impôt. C'est pas notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de la contribution des riches à l'impôt sur le revenu qui a augmenté selon les tout derniers chiffres de Bercy. Mais quand même, il y a un moment donné, j'imagine, où vous êtes au contact d'une population qui parfois vous dit, quand je regarde la fiscalité chez nos voisins, j'ai bien envie d'y aller. C'est pas parfois, c'est de plus en plus souvent. Parce qu'ils payent en fait déjà beaucoup d'impôts en France. Est-ce que vous savez, personne ne le dit et on nous trompe avec ces chiffres. En fait, les revenus du patrimoine, les riches ont plus de patrimoine, les revenus du patrimoine payent 4 fois plus d'impôts en proportion que les revenus d'activité et de remplacement. Et en fait, quand un certain nombre d'instituts ou de partis politiques que je ne citerai pas nous disent « les riches ne payent pas assez d'impôts », c'est parce qu'en fait, ils calculent l'impôt sur les riches, pour le comparer aux autres, de manière fausse. Ils prennent en compte des revenus qui ne sont pas ceux des riches, par exemple. Ils calculent l'impôt qu'ils payent, les riches, par rapport non seulement aux revenus qu'ils reçoivent, mais par rapport également aux profits faits par leurs sociétés commerciales, par les entreprises dans lesquelles ils ont des participations, des revenus qu'ils ne reçoivent pas. Donc en fait, on part sur des fausses bases et on accuse les riches de ne pas payer l'impôt alors qu'ils en payent déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les autres. Qui sont les riches ? Qui sont les riches ? Parce qu'il y a une vaste enquête effectivement de l'INSEE qui vient d'être publiée. C'est quoi le portrait robot, Nivine ? De qui parle-t-on là ? Eh bien, ce sont principalement des hommes âgés de 50 ans et qui vivent en Île-de-France, alors principalement à Paris, mais également dans les Hauts-de-Seine. Ils sont majoritairement mariés et sans enfants. Et dans la vie, hormis être riches, eh bien, ils sont chefs d'entreprise, cadres, dentistes, avocats, sportifs, professionnels et font donc partie, eh bien, des 1% des salariés les mieux payés en France, c'est-à-dire qu'ils gagnent plus de 10 200 € net par mois. Ça Nivine, c'est les 1% des salariés les mieux payés, les 0,1% Alors, des salariés. C'est selon l'INSEE, ça c'est des données de l'INSEE. Donc c'est pas un papier d'humeur fait par un magazine qui veut vendre du papier, c'est l'INSEE. C'est l'INSEE, ça c'est les 1%. Vous voyez cette infographie qui apparaît, les 0,1% des salariés les mieux payés, eux gagnent plus de 27 000 € net par mois. Mais attention, le travail ne fait pas tout. Car si on regarde 10 € de revenus générés par les plus riches, eh bien 4 € provient du salaire, 5 € provient du capital, c'est-à-dire eh bien que les riches le sont principalement grâce à leur placement financier. Et puis de manière assez surprenante, eh bien le patrimoine foncier ne représente que 30 centimes sur 10 € des revenus générés par les plus riches. Alors tous ces riches, ils ont un point commun, ils ont souvent hérité ou reçu une dotation. Résultat, plus de 70% d'entre eux possèdent plusieurs résidences contre 19% pour le reste des Français. Et vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas prononcé un mot, les femmes, puisqu'elles ne représentent qu'un quart des salariés les mieux payés, alors qu'évidemment, elles représentent quasiment un salarié sur deux. Pire encore, seules 10 femmes seulement figurent parmi les 100 salariés les mieux payés de France. Je trouve qu'un quart, je m'attendais à pire, parce que comme on parle d'une population qui a plus de 50 ans, qui n'a pas vraiment vécu dans la mixité sur ce registre, l'égalité, la parité, je trouve que c'est déjà énorme qu'il y ait un quart de femmes parmi les plus riches de France. Voilà. Enfin, énorme. Non, énorme, c'est pas le mot que je voulais dire, mais c'est plus que j'imaginais. Voilà. Pas de surprise quand même dans cette enquête de l'INSEE. Est-ce qu'il y a des surprises ? Non, il n'y a pas de surprise. Non, il n'y a pas de surprise, effectivement. Il n'y a pas du tout de surprise. Alors, pour ajouter un point que vous avez évoqué tout à l'heure, ils payent aussi la TVA, les riches, la taxe sur la valeur ajoutée. Ce sont les plus gros consommateurs. Je ne sais pas combien représente leur consommation et ce qu'on requiert en termes de TVA, mais ça fait beaucoup. Et moi, quand on parle de riches, moi, je suis un peu plus spécialiste des entrepreneurs. J'ai dit tout à l'heure, 100 entrepreneurs, il y en a 10 qui réussissent, il y en a un qui s'enrichit vraiment, on peut dire ça comme ça. Sur 100, il y en a qu'un qui devient riche. Voilà, vraiment. Et encore, toute la notion de riche, à partir de combien on considère qu'on est riche, 1 million, 10 millions de patrimoine. Mais ce qui se passe, c'est que ces gens qui ont trimé, qui ont déjà travaillé 20 ou 30 ans pour accumuler un petit capital, qu'est-ce qui se passe après ? Ils vont pas oser se payer parce qu'on va leur ponctionner leur salaire. Les dividendes, ils payent des dividendes. Ils se versent des dividendes d'une certaine mesure.
leurs entreprises payent des impôts, et donc c'est presque un niveau confiscatoire. Et en quoi ça les incite de pouvoir réinjecter l'argent dans l'économie française, sachant que plus ils vont réinjecter, plus ils vont gagner l'argent, plus ça va être confiscatoire. Alors, les amis, je me mets là à la place de la femme ou l'homme qui est devant son écran à 12h30 sur LCI et qui se dit ils vont quand même pas nous faire pleurer sur les riches en France. Est-ce que les riches français, on va parler de ces 10% de contribuables qui paient à eux seuls les 3/4 de l'impôt sur le revenu, est-ce que les riches français sont à plaindre quand on les compare à quoi, aux autres riches qui sont en Italie, en Suède, au Venezuela, que sais-je, il n'y en a pas beaucoup au Venezuela, en Argentine ou que sais-je. Est-ce que les riches français sont à plaindre? Alors ils sont plutôt à plaindre effectivement, tant sur la taxation du capital que sur la taxation du revenu. Ouais. Je reviens une seconde sur l'enquête. Je crois qu'il y a quand même deux éléments, je pense, qu'on n'a pas toujours en tête. Le premier élément, c'est effectivement que les super riches, en fait, ont des revenus très diversifiés. Et je trouve que ça devrait tous, en fait, nous faire réfléchir en disant, finalement, notamment sur les placements financiers, il y a peut-être des choses à faire. Et je pense qu'il y a la culture économique des Français n'est peut-être pas assez développée sur ce sujet-là pour dire qu'effectivement, les placements financiers rapportent de l'argent. Et deuxième élément qui me semble quand on peut avoir des placements financiers. Bien sûr, quand on peut. Non, mais quand on peut. Si je veux dire que c'est vraiment rentable. Ouais. Et deuxième sujet, c'est le sujet de l'immobilier. On dit tous, spontanément, en fait, les riches, ils ont beaucoup d'immobilier. Et en fait, Nivine l'a très bien dit, 3% des revenus des super riches, en fait, vient de l'immobilier. En fait, c'est quasiment rien. Et donc, du coup, quand on voit l'espèce de matraquage sur tout ce qui est taxe foncière, tout ce qui est taxe d'habitation, sur résidence secondaire, d'une manière générale, vous savez, la taxation de l'immobilier en France, c'est à peu près 100 milliards d'euros. Et bien, on se dit qu'en fait, cet argent-là, en fait, on ne s'adresse pas aux super riches. En fait, on s'adresse, en quelque sorte, seulement aux riches. Et donc, penser que l'immobilier, c'est un truc de riches, ou de super riches, pardon, c'est complètement faux. Oui. Et le tableau que nous dresse l'INSEE le montre. La réalité, c'est que c'est une assiette large. L'impôt sur la fortune immobilière, ça dépasse un peu le cadre des super riches. Ça décasse, c'est un truc de cadre. Tout à fait. Voilà, résidence principale plus résidence secondaire, on a de grandes chances statistiquement de rentrer dans l'IFI, quoi. Et avec ce qui vient d'être voté, en plus, vous savez, au Parlement, il y a des grandes chances qu'en plus l'assiette soit encore plus large, puisqu'on va rajouter à ce patrimoine, les bijoux, effectivement un certain nombre de biens de luxe, mais aussi les crypto-monnaies, mais aussi l'épargne des Français, avec notamment, comme vous le savez, une partie de l'assurance vie. Alors juste la même question. Oui. Est-ce que les riches sont à plaindre en France? Vous qui avez écrit ce livre, à quoi servent les riches? Moi, j'ai presque envie de faire un geste. Ce geste, c'est ça. Quand on lit l'enquête de l'INSEE, à un moment donné, on lit entre 2003 et 2022, les revenus des riches a plus que doublé en euros courants. C'est même plus 119%. La courbe, elle fait une flèche. Alors que pour les autres populations, il y a une augmentation, mais beaucoup plus flat. Ils ne sont pas vraiment à plaindre parce qu'ils continuent à s'enrichir, malgré tout ce qu'on dit, malgré ce que certains appellent le matraquage fiscal. Je vais vous donner un autre chiffre. En fait, on dit les riches. Mais en réalité, après impôt, la différence de revenus entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches, elle est de 1 à 3. C'est pas considérable, c'est même très peu. C'est très peu pour inciter les gens à travailler plus, effectivement, à travailler mieux. Mais Jean-Philippe Delsol, attendez. Vous avez raison, moi je voudrais expliquer ce chiffre. C'est pas entre le plus pauvre et Bernard Arnault. C'est entre les 10% de contribuables, on prend la moyenne des 10% les plus modestes de France et les 10% les plus riches de France. Donc, si on prend les 10% et les 10% les plus hauts et les plus bas, ça fait que x3. Et alors là-dessus, la France est exemplaire parce qu'il n'y a pas un pays où la répartition est aussi bien optimisée qu'en France. Sur le salaire, mais pas sur le patrimoine. On parle du salaire. Des revenus. On parle des revenus. On parle des revenus. Elle n'est pas exemplaire, elle est dramatique. Parce que quand il y a trop d'égalité, eh bien, il n'y a plus d'incitation à travailler. Il n'y a plus d'incitation à épargner. Il n'y a plus d'incitation à investir. Et le pays s'appauvrit. Et c'est exactement ce qui se passe en France. Nivine. Est-ce que vous pensez, mais vous n'avez pas répondu tout à fait à Magali et Lunel, est-ce que vous pensez qu'en France, quand on se compare, nos riches sont à plaindre? Nos riches sont beaucoup plus taxés que dans beaucoup d'autres pays. Et malgré tout, ils continuent à s'enrichir. Il y a de tout. Et malgré tout, ils continuent à s'enrichir. C'était ça le sens de ma question. Alors, vous savez, ils continuent à s'enrichir parce que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, et les chefs d'entreprise ne font pas une fixation sur l'argent et sur leurs revenus. S'ils travaillent et développent leurs affaires, leurs entreprises, c'est parce qu'ils ont cette passion, parce qu'ils ont envie
de créer, de produire, aussi d'être reconnus comme des créateurs. Et bien sûr, l'argent est une motivation, mais pas seulement et pas toujours pour eux seulement, aussi pour transmettre, pour faire passer ça à leur famille. C'est la raison pour laquelle taxer trop les successions est aussi un handicap. Mais globalement, en réalité, appauvrir les riches en les taxant trop, ça appauvrit tout le monde. Bien sûr, on égalise les situations, mais on l'égalise dans la pauvreté. Jean-Philippe Delsol, avocat et président de l'IREF. Mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez, sachez qu'on ne parle pas des riches comme ça, histoire de faire des polémiques à 3 sous, mais on parle des riches parce qu'il y a des données nouvelles qui ont été communiquées par Bercy hier et qui nous disent que aujourd'hui, 10% des ménages français les plus élevés, donc des super cols blancs, mais pas des milliardaires, qui sont plutôt des médecins de très haut niveau, des architectes, des professions libérales, des chefs d'entreprise, des dentistes, que sais-je, des avocats, et que 10% des ménages français paient à eux seuls les 3/4 de l'impôt sur le revenu, ce qui est quand même une proportion assez importante. Nivine Potros. Oui, parce que il y a Bercy, il y a les données de l'INSEE, il y a cette vaste étude, et on parlait de ces 10% les plus riches, mais beaucoup reviennent sur les chefs d'entreprise. Il n'y a pas que des chefs d'entreprise dans ces plus riches en France. Eh bien non, pas du tout, parce que parmi les 100 salariés français les mieux payés, eh bien on retrouve des sportifs professionnels. 36 précisément, ce sont principalement des joueurs de foot qui évoluent en Ligue 1, vous vous en doutez. Alors l'INSEE... Dont beaucoup au PSG. Dont énormément plus au PSG qu'au FC Nantes, Magali Linet. Alors évidemment, l'INSEE elle n'est pas rentrée dans ce niveau de détail, mais moi j'ai regardé par curiosité, le sportif français le mieux payé l'année dernière, eh bien c'est Ousmane Dembélé, vous l'avez dit, 1,5 million d'euros de revenus l'année dernière, 1,1 pour Lucas Hernandez ou Hakimi, ce sont tous évidemment des joueurs du PSG. Hormis ces footballeurs, on retrouve quand même dans ce classement des très bien payés en France, des mieux payés, les chefs d'entreprise, 31 sur 100, donc c'est moins que les sportifs, mais il y a aussi des cadres, notamment ceux qui évoluent dans la finance, par exemple dans le secteur bancaire, ils sont 7 précisément dans le top 100. Et puis dans ce classement, on retrouve également des avocats, des médecins qui font donc partie des salariés les mieux payés. Alors, précision quand même très importante, on parle de salariés. On ne parle pas des plus grandes fortunes françaises parce qu'évidemment, parmi les très riches de ce pays, il y a aussi des personnes qui ne travaillent pas et qui sont tout simplement rentiers. Et parmi les salariés qui gagnent bien leur vie, j'ai lu un article incroyable. Écoutez bien. Vous n'allez pas en venir. Dans les cabinets ministériels, la moitié des fonctionnaires gagnent plus que leur ministre. Je me suis dit, ça c'est un titre, ça. C'est quelqu'un qui a fait un titre. Pas du tout. Selon une note publiée par le président de l'Observatoire de l'éthique publique, le grand René Dosière, eh bien, la rémunération mensuelle brute moyenne d'un fonctionnaire s'élevait à 10 033 € sous le gouvernement de François Bayrou, soit une hausse de plus 7% par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'était la rémunération moyenne d'un haut fonctionnaire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui gagnent plus que ça. Et donc, le résultat, c'est fou, c'est qu'on parle des agents publics, des fonctionnaires qui sont à le payer. Il y a une échelle de salaire dans la fonction publique qui est aussi avec un éventail aussi dingue que dans le privé. C'est fou. Donc, il y a donc des hauts fonctionnaires autour des ministères, je ne porte pas de jugement de valeur, qui gagnent plus que le ministre, et il y en a même la moitié qui gagnent plus que leur ministre, quand même. Alors, il faut expliquer pourquoi. Une des raisons, c'est que, en fait, on a une décision en 2013, en tout cas à l'arrivée de François Hollande, qui a diminué de 30% les salaires des ministres. Ils étaient à peu près payés 14 000 € bruts. On est passé aujourd'hui aux alentours de 10 100 €. Ce qui fait en net à peu près 8 500 €. Ouais. Donc en gros, il faut vraiment bien comprendre qu'en fait, il y a beaucoup effectivement de gens des cabinets qui gagnent aujourd'hui de manière effectivement presque mais irrationnelle, plus que leurs patrons. Et encore une fois, parce que je crois que leurs patrons ne sont pas assez payés, mais ils sont trop. Donc très concrètement, savoir que le ministre de l'Intérieur, par exemple, est payé moins qu'un de ses collaborateurs, je trouve ça absolument dingue, compte tenu des responsabilités qui sont les siennes aujourd'hui. Alors vous allez me dire, il y a trop de ministres, c'est une évidence. Vous savez qu'à chaque changement de ministère, à chaque fois, les premiers ministres nous disent on va couper le nombre de ministres, on va faire quasiment comme en Argentine, on va diviser par 2 le nombre de ministères. Évidemment, ça n'arrive jamais parce qu'il y a des équilibres politiques 36 ministres. Là, en fait, cette étude avait été faite sous François Bayrou.
36 ministres, effectivement. Voilà, vous voyez, c'est de la folie. Alors qu'à chaque fois, on nous promet qu'on va effectivement rationaliser les choses. Donc c'est absolument délirant. Mais encore une fois, je crois que le sujet, c'est que nos ministres, c'est pas très populaire de le dire, mais ils sont pas assez payés. Enfin, effectivement, c'est démago à souhait d'avoir... parce que c'était dans le programme présidentiel de François Hollande. Il a tenu sa promesse, pour le coup. Mais c'était, je crois, pour faire plaisir à l'aile la plus gauche et la plus... Ah oui, de baisser de 30% les rémunérations des ministres. C'est vraiment démago par excellence. Président lui-même. Il avait aussi abaissé son... Mais du coup, on arrive à des systèmes assez aberrants. Et puis, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que sur la rémunération des fonctionnaires qui sont dans les cabinets, c'est assez opaque. Parce que, comme vous le savez, les fonctionnaires, il y a deux choses. Il y a le traitement de base et puis après, il y a l'indemnité. Et en fait, on sait que c'est un peu à la tête du client, la fameuse indemnité. Et deuxième élément qui, me semble-t-il, devrait être clarifié, c'est les frais de représentation des ministres. Comme vous savez, aujourd'hui, les présidents de la République, donc à l'Élysée, sont obligés de justifier leurs frais de représentation. Tous les ans, la Cour des comptes, d'ailleurs, fait un rapport sur les différentes dépenses de l'Élysée, et ça me semble très sain. En revanche, dans les ministères, cette transparence n'est, à ce stade, en tout cas, jamais faite. C'est notamment ce que demande René Dosière, qui, comme vous le savez, est à la tête de l'Observatoire de l'éthique, qui est un ancien député socialiste et qui a fait un travail formidable sur la transparence des élus. Alors, dans le gouvernement de François Bayrou, c'est le dernier qui a été analysé. Il n'est pas si vieux que ça. Il y avait 2712 personnes dans la totalité du gouvernement, et 510 conseillers, dont 45% de fonctionnaires. Parce qu'il y a aussi les conseillers qui ne sont pas fonctionnaires. Voilà. 510 conseillers, donc 45% de fonctionnaires. Et la rémunération mensuelle brute moyenne d'un de ces fonctionnaires, c'était quand même 10 033 €. C'était du brut, voilà. Et celle d'un conseiller toute catégorie confondue s'élevait à 8 520 € au sein des ministères. Donc voilà, ça n'est qu'une moyenne. Ça veut dire qu'il y a encore une fois des conseillers qui doivent être payés 15 000, 18 000 bruts, quand on sait qu'il y en a qui sont payés 5 000. Donc ça n'est qu'une moyenne, c'est fou. Il y a ça, et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fonction des ministères, vous êtes plus ou moins bien payé. Autrement dit, il vaut mieux être conseiller ministériel à Bercy ou à l'Éducation nationale. L'Éducation nationale, c'est l'endroit où ils sont le mieux payés, plutôt qu'au ministère de la Culture, qui effectivement est en bas de peloton sur la rémunération des conseillers. Merci à vous, Benoît Perrin, économiste et directeur général de la sublimissime association Contribuables Associés. Combien d'adhérents, dites-le moi à chaque fois? 300 000. Merci à Dominique Busseau, PDG de Forbes France et de Time France, qui va paraître en décembre. Et merci à Jean-Philippe Delsol, avocat et président de l'Institut de recherche économique et fiscale, l'IREF, et auteur de L'injustice fiscale et auteur de À quoi servent les riches. Merci Jean-Philippe Delsol d'avoir passé ces quelques instants avec nous. Dans un instant, nous allons revenir sur une toute petite phrase que je viens d'apprendre là dans l'oreillette. On a donc choc, donc on déchire à chaque fois qu'on change le programme de l'émission, on déchire nos notes. De quoi est-ce qu'on va parler? Emmanuel Macron, donc, qui est revenu sur la lutte contre le trafic de drogue. Et qu'est-ce qu'il a fustigé, le président de la République? Ces bourgeois des centres-villes qui financent le narcotrafic. Évidemment, là, on sent que l'exécutif accélère pour mettre la pression sur les consommateurs. Et sur les bourgeois, ça alimente la lutte des classes dont on parlait il y a une minute d'ailleurs. Allez, à tout de suite, on va commenter cette phrase de Macron sur les bourgeois des centres-villes qui achètent de la drogue. À tout de suite. Mesdames, messieurs, vous connaissez la tradition de cette émission. À chaque fois qu'une information vient faire un breaking news qui nous oblige à changer le continuum de cette émission telle que nous l'avions préparée avec Magali Lunel, je déchire nos notes. Parce que voilà, on va changer de sujet, puisqu'Emmanuel Macron a balancé quand même un truc il y a quelques minutes, allez, peut-être une heure ou deux, en Conseil des ministres. Quelques minutes. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, Emmanuel Macron? Sur la table du Conseil des ministres, évidemment, la lutte contre le trafic de drogue en France, avec cette réunion d'urgence convoquée hier justement par Emmanuel Macron à l'Élysée. Emmanuel Macron s'en est pris aux consommateurs avec des mots choc. Il a dénoncé l'attitude des bourgeois de centre-ville. Écoutez donc le compte-rendu par la voix de la porte-parole du gouvernement. Il a insisté sur la nécessité d'avoir une approche interministérielle, du très local à l'international, et appuyer également l'importance d'une politique de prévention et de sensibilisation, puisque, je reprends ces mots, c'est parfois les bourgeois des centres-villes qui financent les narcotrafics. Et on ne peut pas déplorer d'un côté les morts et de l'autre continuer à consommer le soir en rentrant du travail. Voilà, les bourgeois des centres-villes qui alimentent le narcotrafic. Nos éditorialistes, Isabelle Saporta et aujourd'hui Pascal Perry, bonjour à tous les deux. Bonjour. D'abord un mot.
On voit que l'exécutif aussi donc a sa lutte contre le trafic avec des opérations musclées qui sont menées dans les quartiers. Le deuxième axe, depuis quelque temps, c'est aussi s'attaquer à la consommation. C'est sûr que c'est plus facile de s'attaquer aux consommateurs et de taper sur les consommateurs et de faire des moulins avec ses bras en stigmatisant les consommateurs, même s'il faut le faire, c'est évident, que de s'attaquer au fond du problème, parce que vous avez raison que d'opération Place Nette en opération Place Nette, on a juste vu une chose, c'est la gangrène qui, au fond, s'infiltre de plus en plus profondément dans le cœur même de notre pays. Écoutez, on recevait Benoît Payan ce matin à RTL, le maire de Marseille, et il nous disait très bien de s'attaquer aux consommateurs, j'ai aucun problème. Moi, par contre, là, j'ai un vrai problème, c'est que je suis tout seul dans cette ville qui s'effondre sous le poids de la drogue et du narcobanditisme, et qu'au fond, je me sens pas très épaulée. Alors, j'espère que la nomination de Laurent Nunez, qui est un ancien préfet de police de Marseille, va l'aider. Mais c'est vrai que, si vous voulez, quand un homme vient d'être abattu de sang-froid juste parce qu'il était le frère d'un militant anti-narcobanditisme, que le président de la République dise, même s'il a raison de le dire, qu'il faut qu'on arrête de consommer de la drogue quand on habite dans les centres-villes, je trouve que la réponse, elle est quand même un peu faible. Oui, mais je vous écoute, Isabelle Saporta, et je pense à tout ce que sont devenus les cartels de la drogue en Amérique du Sud, puisqu'aujourd'hui ils concurrencent l'État, la puissance publique. Il y a certains pays, même à Haïti, où ils se sont proposés, les cartels, tout simplement, de remplacer les institutions officielles et de régenter le pays. Quand même, Haïti, et également en Équateur, on a vu la puissance ils ont paralysé le pays en s'attaquant aux universités, à tout, etc. Donc on voit la puissance de ces cartels. Mitterrand disait à propos du chômage, on a tout essayé contre le chômage. C'était pas vrai d'ailleurs, mais est-ce qu'on peut pas dire aujourd'hui, on a tout essayé contre le cartel? Est-ce qu'on a le droit d'être pessimiste? Moi, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas. À Marseille, ça fait des années qu'on met des plans, et rien ne change. Il a un peu raison, d'ailleurs, Macron, quand il dit, parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui continuent à acheter, il y a des gens qui sont prêts à faire des kilomètres pour avoir leur dose. Voilà, on est samedi soir, ils en ont envie. Ils ont même plus besoin de faire des kilomètres. Et puis il y a des gens qui sont là pour vendre, et il y a des gens qui sont là pour vendre. C'est intéressant, parce que les consommateurs, ils estiment que ce sont ces bourgeois de centre-ville. Non, mais c'est faux. Non, mais ça, c'est faux. Pardon. Moi, mon point de vue, c'est que la société française n'a jamais fait la guerre au narcotrafic. On est en train de se réveiller. On se réveille là avec effectivement des moulinets. Ça fait des dizaines d'années qu'on laisse prospérer le trafic de drogue dans ce pays, à tel point, et je réponds à votre question, qui frappe évidemment les bobos des centres-villes, pas seulement, mais pourquoi? Parce qu'ils ont du revenu, ils ont du pouvoir d'achat, c'est de l'argent ça. Mais on l'a tellement laissé prospérer que le trafic de drogue, vous le retrouvez dans les petites villes, dans les campagnes. Écoutez ce que disent les gendarmes. La police, c'est les villes. Les gendarmes, c'est les campagnes. Écoutez ce qu'ils vous disent, c'est leur problème principal aujourd'hui. On consomme de la schnouf partout en France. Et je peux être naïve? Pardon? Est-ce que je peux être naïve? Oui. Pas de consommation, pas de trafic. C'est l'évidence, c'est une règle de base. C'est la société d'abondance, c'est la société dans laquelle il n'y a pas de besoin. Donc il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de marché. Voilà. C'est aussi bête que ça. Mais qu'on nous raconte pas d'histoire. Évidemment que les bobos des centres-villes. Qu'est-ce qu'il veut dire Macron? Il veut dire qu'il y a une partie de la gauche, écolo notamment, socialo, etc., qui a été un peu complaisante avec ça y est, c'est reparti, c'est la faute de la gauche. Vous exagérez. Non, mais il y a aussi les enfants de la bourgeoisie qui probablement votent à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais vous savez que la cocaïne s'est démocratisée maintenant. Oui. C'est devenu pas cher entre guillemets. Isabelle, dans le discours public, on n'a jamais considéré que c'était très grave. Que le trafic de drogue, au fond, c'était un peu récréatif et sympathique. Sauf que on réfléchit pas plus loin que le bout de notre nez. Moi, je dis depuis des années qu'il faut frapper les consommateurs. Je dis depuis des années que l'argent du trafic de drogue finance le trafic d'êtres humains, le trafic d'armes et le terrorisme. Donc, j'ai des enfants à titre personnel qui ont déjà fumé des trucs. Je leur ai dit, il y a pas si longtemps que ça, j'ai dit à l'un d'eux, tu sais, mon pote, que tu finances le grand banditisme quand tu fais ça. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a répondu, je savais pas. Je lui ai dit, tu le sais maintenant. Et il y a quand même une offensive de l'exécutif, parce qu'il y a une campagne de sensibilisation qu'on va vous rappeler, mais on sent ce discours de plus en plus. On l'a entendu dans la bouche de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, hier, quand il sort de cette réunion de crise à l'Élysée. On l'a encore entendu il y a quelques minutes dans la bouche de Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre. Écoutez.
Ce qui est certain, c'est que le narcotrafic, il se développe parce qu'il y a de la consommation. Donc évidemment, c'est toujours important de le rappeler. La consommation alimente des réseaux qui sont des réseaux violents, des réseaux qui tuent, on l'a vu, des réseaux qui financent par ailleurs d'autres activités criminelles, d'ailleurs jusqu'au terrorisme. Donc c'est important de le rappeler. Ne doutons pas que les coups que nous portons au trafic, ils sont sévères. Ce sont des coups sévères, nous leur faisons très mal et il y a des ripostes, il y a des réactions. Ce crime en fait partie, malheureusement, c'est un crime d'intimidation qui est très directement lié au trafic finalement, et donc les trafiquants visent à essayer de porter atteinte à ceux qui veulent briser un espèce de consensus autour du trafic de stupes. Il faut dénoncer le trafic de stupes, et j'en profite, c'est le deuxième message, pour redire à nouveau, c'est mon rôle en tant que ministre de l'Intérieur, s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas tout ça. Voilà, s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas tous ces drames, tous ces crimes, et évidemment, il n'y aurait pas tous ces trafics. Bon, oui, ok, bon, très bien. Bon, enfin, ça, c'est une lapalissade, hein. Bien sûr. C'est une lapalissade. Et pour reprendre ce que vous disiez, Isabelle Saporta, alors, vous avez raison. C'est une lapalissade, mais il faut quand même le dire, très bien. Mais ce que dit Isabelle Saporta, c'est que quand on échoue un peu sur le volet sécuritaire vis-à-vis des narcotrafiquants, eh ben, on se retourne vers les consommateurs des centres-villes, hein, et on dit, c'est à cause de vous, sales bourgeois, qui avez mal éduqué vos enfants, qui fument des pétards, c'est à cause de vous, qu'il y a des assassinats. C'est vrai. Enfin, c'est regarder quand même le sujet par le petit bout de la lorgnette. C'est sans laver les mains, c'est Ponce Pilate. C'est au fond, je ne suis pas responsable. Donc c'est un petit peu facile. Maintenant, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, Monsieur Perry. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, maintenant, on est dans un moment où, on a peur que les municipales soient complètement gangrénées par l'argent sale. C'est-à-dire qu'on a eu aujourd'hui la commission qui s'occupe des questions de financement des municipales qui disent on n'est pas sûr de pouvoir traquer l'argent sale et de ne pas être certain que ça ne finance pas les prochaines campagnes municipales. Quand vous discutez avec Benoît Payan, il vous dit je suis très étonnée en fait, parce qu'il y a beaucoup de silence autour du meurtre de ce jeune homme, de la part des oppositions. Est-ce qu'ils sont silencieux parce qu'ils ont la trouille, ou est-ce qu'ils sont silencieux parce qu'au fond, il y a déjà de l'argent qui circule? Non, mais c'est une question qu'il va falloir qu'on se pose. Et sur les centres-villes, vous parliez tout à l'heure des centres-villes, on sait bien aujourd'hui qu'il y a certains commerces dans les centres-villes qui ne servent qu'à faire du blanchiment d'argent. Quand vous discutez avec Robert Ménard, il vous dit que les kebabs, que certains barbershops ne servent qu'à ça, en fait. Isabelle, le trafic de drogue dans le monde, c'est entre 300 et 500 milliards d'euros selon l'université McGill. Sérieuse. En France, c'est entre 6 et 7 milliards d'euros. C'est un marché. C'est un marché captif, si vous voulez, aujourd'hui, avec en plus un produit qui est un peu particulier. C'est un produit qui conduit à la dépendance. Et donc, un peu le consommateur, il est pieds et poings liés dans cette histoire-là. Ouais. Et si on le laisse prospérer, et on l'a laissé prospérer, on a la situation d'aujourd'hui. Vous le disiez, est-ce que, juste d'un mot, les trafiquants de drogue, ils financent dans certains pays, et Eric le disait aussi, ils sont là où l'État est absent. Mais qui nous dit que l'argent qui est tellement massif aujourd'hui, qui est tellement important, ne sert pas à financer les études de gens qui seront des chevaux de Troie demain, des policiers, des magistrats, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires. Il faut faire la guerre. Quand on fait la guerre, il faut vraiment décider de la faire. Et on se réveille quand même un peu tard. Et sur les consommateurs, il y a un troisième pied, c'est aussi de les soigner, parce que c'est pas le tout de les stigmatiser. Non. Une fois qu'ils sont drogués, il va falloir les soigner. On va appeler Benoît Perrin, qui est avec nous, directeur général de Contribuables Associés. Asseyez-vous, Benoît, parce qu'il y a un point très important. Figurez-vous, mesdames, messieurs, que votre taxe foncière va augmenter. Voilà, on va tout vous expliquer, mais votre taxe foncière va augmenter pour 7,4 millions de logements qui sont concernés pour l'année prochaine, 2026. L'année prochaine, c'est dans 6 semaines. Donc, voilà, c'est pour bientôt. Mais en fait, il s'agit d'une simple mise à jour de fichiers. Oui, ne dites pas que... Bercy. Ouh là là, je vous ai rien dit. Chut. Non. Officiellement, les taxes et les impôts n'augmentent pas en France. Je ne vous ai rien dit. Ne dites surtout pas, ne donnez pas mon nom. S'il vous plaît, ne me dénoncez pas, j'ai rien dit. Ça n'augmente pas. Regardez si vous êtes concerné. Alors, est-ce que vous êtes concerné derrière votre écran par cette augmentation? Eh bien, oui, si vous disposez ce qu'appelle Bercy d'éléments de confort. Quels sont les éléments de confort?
Et les toilettes dans le jardin. Non, c'est pas. Bercy. Ah non. Des toilettes chez vous. Oui, vous êtes concernés par cette augmentation. Ah oui. Si vous avez des toilettes. Oui, si vous avez des toilettes chez vous. Ça, c'est un élément de confort. Si vous avez un lavabo. Je rigolais. Oui. Eh ben, non. Mais en fait, c'est sérieux. Et moi, je rigole pas. C'est tout à fait sérieux. S'il y a un lavabo. Oui, si vous avez un lavabo. Et si vous avez l'eau courante, c'est un élément de confort. Donc, cette taxe foncière va augmenter pour vous. Ah, c'est énorme. Et donc, ça a un petit peu fait polémique depuis ce matin. Et on comprend pourquoi. Le débat, mais d'abord, on fait le point avec Matteo Schiaravino. Voilà une mise à jour que vous auriez préféré éviter. Pour moi, c'est pas forcément justifié comme augmentation. J'imagine que c'est encore une façon un peu détournée de renflouer un peu les caisses. Effectivement, cette hausse de la taxe foncière devrait rapporter 466 millions d'euros supplémentaires aux collectivités locales qui connaissent une hausse de leurs dépenses de fonctionnement. Alors, en activant ce levier fiscal, Bercy s'évite une potentielle compensation financière et donc de creuser un budget déjà fragile. Je souhaite donc rassurer les Français. Nous n'avons pas de hausse de la taxe foncière prévue, cachée. Nous avons une mise à jour que les collectivités locales nous demandent chaque année de mener. La hausse serait de 63 € en moyenne pour 7,4 millions de logements qui connaissent pourtant des situations bien différentes. Alors le problème, c'est que Bercy n'a aucun élément pour pouvoir procéder à une mise à niveau de la taxe foncière, eu égard ces éléments de confort. En 10 ans, la taxe foncière a augmenté en moyenne de 37% sur l'ensemble du territoire français. Voilà. Donc c'est tout à fait sérieux, Benoît Perrin. Vous disposez d'un lavabo, jusqu'ici c'était pas pris en compte. Maintenant ça le sera. En fait, ça va augmenter un peu artificiellement les mètres carrés dont vous disposez dans votre logement. Et c'est ça qui, mécaniquement, va faire augmenter votre taxe foncière. En fait, il faut bien comprendre comment ils calculent la taxe foncière. C'est très compliqué, mais on va faire ça de manière la plus simple possible. Premier élément, vous avez la fameuse valeur locative, qui en gros, le fisc estime que vous pourriez louer le logement que vous habitez un tel prix. Et dans ce prix, qu'est-ce qui est contenu ? Vous avez effectivement la surface, un certain nombre d'autres critères, et vous avez effectivement des éléments dits de confort. Sauf que cette valeur locative, elle est basée sur des éléments des années 70, voire 80. Comme cette base n'est pas remise à jour, effectivement, vous avez des éléments qui sont pas comptabilisés dedans. Et dans ces éléments de confort, on vous crée en quelque sorte des mètres carrés fictifs. Typiquement, vous l'avez dit, si vous avez le chauffage, on vous rajoute 2 mètres carrés fictifs. Si vous avez une douche, 4 mètres carrés fictifs. Si vous avez une baignoire, 5 mètres carrés fictifs. Pascal, donc, vaut mieux avoir une baignoire qu'une douche. Ouais. Si vous avez l'électricité, 2 mètres carrés fictifs. Non, mais ça, c'est des trucs. Non, mais alors, c'est des trucs de 1860, ça. C'est l'époque de gaz à tous les étages. Gaz à tous les étages. Ça n'a pas été remis à jour. Et dans les années 70, on a fait une espèce de photographie de la France et on s'est dit, comme toutes les maisons n'ont pas ces éléments dits de confort, enfin, je veux dire, on n'est pas plus dans du confort, hein, on est vraiment dans la vie courante quasiment. Eh bien, le fisc se dit aujourd'hui, on va considérer qu'un certain nombre de logements ayant tous ces éléments de confort, eh bien, on va les survaloriser avec ces fameux mètres carrés fictifs. Ouais. Donc, vous avez cette valeur locative. Deuxièmement, vous avez un élément qui est voté tous les ans au Parlement, qui est cette revalorisation qui est basée sur l'inflation. Et troisième étage de la fusée, c'est des taux qui sont votés au niveau des communes. Voilà. Et c'est un mix de ces 3 éléments, sachant que le premier élément, c'est-à-dire la valeur cadastrale locative, personne n'y comprend rien, c'est extrêmement compliqué. Vous avez des coefficients dans tous les sens, et c'est vraiment une boîte noire. Ouais, ça fait réagir Louis Alliot. D'ailleurs, toutes les oppositions réagissent, hein, parce que franchement, soyons sérieux une seconde, nous dire que... On va écouter Amélie de Montchalin d'abord. On l'a pas écouté, Amélie. Si, on l'a écouté. On l'a écouté dans le sujet. Voilà, ça m'apprendra à ne pas écouter ma propre émission. Écoutez, Louis Alliot, qui était l'invité de Bonjour sur TF1 le matin, et lui, bien évidemment, il s'insurge en tant qu'élu. Il est le maire de Perpignan. Il dit comment est-ce que chez nous on va gérer ça ? Ça va susciter beaucoup de mécontentement de voir des administrés de petites communes, de grandes villes, de villes moyennes, voir leur taxe foncière augmenter dans les prochains mois. Saluer la mise à jour de la manière dont elle est faite. Vous n'avez pas expliqué aux gens que c'est bien, ils ont la douche chez eux, donc on va les taxer. Vous ne pouvez pas expliquer aux gens qu'ils ont un ascenseur chez eux, on va les taxer. Et déjà, la taxe foncière, elle a augmenté depuis 5 ans, chaque année, par l'extension des bases. Ce qui a quand même, qu'on le dise, aidé les communes. Mais par exemple, moi, à Perpignan, je n'ai pas augmenté le taux.
mais à l'avenir, si l'État continue à ponctionner sur les collectivités locales, on va être obligé soit d'augmenter à nouveau la taxe foncière dans le taux communal, soit de réduire les dépenses. 100%. Oui, mais d'accord, alors ça d'accord, mais le gain qui va être fait... Rien n'empêche M. Louis Alliot de rester à zéro. C'est taux communaux. C'est-à-dire... Benoît, il l'a expliqué. Il y a la révision des valeurs cadastrales. Vous avez une décision qui est du ressort de l'État, si vous voulez pas dire les choses simplement. Et puis derrière, les collectivités prennent le résultat du calcul de base et y appliquent un taux. Mais ils peuvent très bien décider de ne pas appliquer de taux. De baisser les taux même. Voire de baisser. Non mais il ne faut pas rêver, de baisser les impôts. C'est-à-dire de dire, moi je réduis mon emprise sur la taxe foncière. Ils le font pas. Donc quand même, il y a un peu d'hypocrisie. C'est-à-dire que vous allez entendre, en plus cette année, on est dans une année de pré-municipale, vous allez entendre de nombreux élus dire « Ah oui, les impôts locaux ont augmenté, ils financent intégralement les collectivités, c'est pas de ma faute, moi c'est de la faute de l'État. » Non, n'écoutez pas ce genre d'analyse parce que vous avez des élus qui gèrent bien et qui vont maîtriser la fiscalité sur la taxe foncière. Bon, alors attendez, mesdames, messieurs, on avait prévu, là, encore une fois, on va changer notre... On marque une petite pause, on va continuer à parler de ça, parce que, franchement, ça sent un tantinet, comment dire les choses pudiquement, je le dis pas pudiquement, ça sent l'arnaque. S'agit-il d'une taxe nouvelle déguisée? On nous dit que non, c'est un réajustement. J'aimerais avoir votre opinion, mesdames, messieurs. À tout de suite. Voilà, Brunet, Lunel, nous sommes là, mesdames, messieurs, pour votre plus grand plaisir et nous vous demandons d'avoir la gentillesse de rester sur LCI car ce que nous avons à vous dire est extrêmement grave. Lorsque le gouvernement nous dit non, la taxe d'habitation qui va augmenter pour 7,3 millions de foyers, ça n'est pas vraiment l'augmentation de la taxe, c'est un réajustement. Ne considérez pas qu'il s'agit là d'une nouvelle taxe, d'une nouvelle augmentation d'impôts. Non, surtout pas, ne dites pas ça, Éric Brunet. Non. C'est juste un petit réajustement qui va toucher la majorité des Français. La question c'est, est-ce que c'est une arnaque sémantique? C'est tout, hein. C'est tout. C'est le seul débat. On a 10 minutes ensemble. Après, vous pourrez aller folâtrer ailleurs, si vous voulez. Non, mais là, vous restez sur LCI. Alors, on a 10 minutes ensemble. Il faut qu'on tranche ce débat. Ouais, mais même après, c'est intéressant. Donc, restez vraiment avec nous. Alors, est-ce que vous êtes concerné par cette hausse de la taxe foncière l'année prochaine? Oui, si vous disposez de quelques éléments de confort dans votre logement. Quels sont ces éléments de confort selon Bercy? Si vous avez des toilettes, votre taxe foncière va augmenter. Si vous avez un lavabo, votre taxe foncière va augmenter. Si vous avez l'eau courante, votre taxe foncière va augmenter. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est tout à fait sérieux puisque la Direction générale des finances publiques l'explique. L'opération de fiabilisation des bases foncières qui va être menée en 2026 vise à prendre en compte ces éléments de confort lorsqu'ils ne sont pas aujourd'hui intégrés à la base foncière. Jusqu'ici, ils n'étaient pas vraiment. Donc maintenant, on va les intégrer. Donc ça va augmenter vos mètres carrés chez vous. Et donc, automatiquement, ça va augmenter votre taxe foncière. Qui va encore augmenter, serais-je tenté de vous dire. Parce qu'on a regardé, en 10 ans, de 2014 à 2024, cette taxe foncière, elle n'a fait que bondir. Elle a bondi de 37,3%. Donc ça va encore bondir l'année prochaine. Gabriel Attal... Mais vous n'êtes peut-être une mauvaise fille. Ah bon? Vous oubliez la suppression de la taxe d'habitation. Mais c'est à cause de ça. Oui, mais ça fait partie du débat. C'est à cause de ça. D'abord, j'expose les faits aujourd'hui, et ça, vous l'avez compris, ça crée la polémique. On a entendu le Rassemblement national tout à l'heure. Du côté des macronistes aussi, on s'en émeut quelque peu. Écoutez Gabriel Attal. Moi, je voudrais que la France puisse devenir ou redevenir une France de propriétaires. Que les jeunes couples d'actifs, les classes moyennes qui ont envie de pouvoir devenir propriétaires de leur logement puissent le devenir. Et c'est pas avec des mesures administratives comme celle-là qu'on y arrivera, parce que quelque part ça crée de l'incertitude, de l'inquiétude chez beaucoup de Français qui veulent pouvoir devenir propriétaires. Donc oui, moi je le dis, je ne comprends pas cette décision et j'espère qu'elle n'ira pas à son terme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais enfin, je veux dire, en quoi ça amène au débat? C'est insupportable, hein. Il faudrait que la France devienne un pays de propriétaires, très bien. Il faudrait que tous les Français aient un bac plus 10. Ça s'appelle se payer de mots, ça. Ça veut rien dire. Il faudrait que tout le monde ait des cravates comme la vôtre, parce qu'elle périt. Ça veut rien dire. Non, mais pardon, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de... Pardon, mais il me semble que la personne qui vient de s'exprimer a été Premier ministre de la France. On est d'accord? Et il me semble quand même que c'était une idée géniale de Macron. Je dis géniale vraiment entre plein de guillemets, justement, de supprimer, comme
comme vous l'avez très bien dit Pascal Perry, la taxe d'habitation. À partir du moment où il a supprimé la taxe d'habitation par pure démagogie, on est d'accord, c'était juste par pure démagogie, il a à la fois asservi les collectivités, soi-disant qu'on est en pleine phase de décentralisation parce qu'il les a rendues dépendantes de l'État pour leur financement, ce qui leur permet de taper dessus à longueur de temps. Et en même temps, effectivement, du coup, les collectivités n'ont eu de cesse de faire augmenter le foncier. Donc là, ils sont en train de faire quoi? Oui, c'est comme si je vous faisais un cadeau, mais en contrepartie, je vous demandais 100 € pour financer le cadeau que je vous ai fait. C'est exactement ça. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, il n'y a plus un rond dans les caisses, on va pas se mentir. Donc, il n'y aura pas un rond pour les collectivités. Donc, du coup, on essaye de trouver de l'argent. Et cet argent, ce sera ça. Ce sera tous ces travaux, entre guillemets, qui n'ont pas été déclarés par les gens, parce que normalement, quand vous rajoutez une salle de bain, etc., vous le déclarez en mairie et votre foncier est réévalué. Donc c'est ça qui se passe en fait. C'est tout l'argent que l'État ne donnera pas. Et ben vous savez quoi, on va aller le chercher chez nous. Mais ça, pardon Benoît Perrin, c'est ce que vous dites à chaque fois. C'est-à-dire qu'on est en train de racler les fonds de tiroir pour trouver un peu d'argent pour que les collectivités aient de l'argent. Du coup, quand on entend les maires comme Louis Alliot qui disent oh là là c'est honteux, mais il va avoir besoin d'argent dans pas longtemps Louis Alliot. Donc il sera quand même content de l'avoir. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un peu de responsabilité de la part des politiques. Ils ont besoin d'argent pour faire tourner leur collectivité. Il n'y a plus la taxe d'habitation. Bien sûr, on est en train de faire augmenter le foncier. Ou alors, je sais pas, on fait la révolution fiscale. Ça, c'est Benoît Perrin qui va nous la préparer. Et c'est le grand chamboule tout. On met tout à plat. Mais en attendant, on peut pas à la fois réclamer de l'argent, dire j'en ai besoin pour les collectivités, et dire maintenant les impôts c'est dégueulasse. Je vois pas comment on fait là. En fait. J'ai ma cousine qui m'envoie un texto. Elle est formidable. Elle est une petite commune du Gers. Elle a donné ça va devenir. Elle dit c'est la taxe lavabo. C'est la taxe lavabo. La taxe lavabo, ça va devenir un. Je suis sûr que ça va bien marcher, ça. C'est la taxe, Elle est polie, ça aurait Elle est pu polie, être oui. autre chose, Elle aurait pu dire la taxe, oui, d'accord. La taxe de WC, oui. Mais je crois qu'il faut vraiment rappeler qu'on s'inscrit dans un contexte politique bien particulier, qui est évidemment le sujet du budget. Ce qu'a prévu Monsieur Lecornu, c'est un effort budgétaire d'à peu près 30 milliards. Dans ces 30 milliards, vous en avez 4,7 milliards qui sont demandés aux collectivités locales. Donc là, le gouvernement va demander aux collectivités locales de faire des efforts. Et donc, me semble-t-il, pour faire passer la pilule sur les efforts qu'ils vont demander, sachant que vous avez déjà, évidemment, les élus locaux qui montent au créneau en disant non, nous, on peut plus faire d'efforts, on est déjà à l'os. Ils répètent ça tous les ans. Et bien, justement, le gouvernement, je crois, utilise cette astuce qui va rapporter à peu près quand même 500 millions. Oui, c'est ça. Pour justement compenser les efforts en partie qui vont demander aux collectivités locales. Donc, le résumé de la situation, c'est que l'État va donner moins, très probablement, aux collectivités locales, mais qui va payer? C'est encore une fois, évidemment, les Français, en l'occurrence les contribuables, qui sont aujourd'hui propriétaires, parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, comme Isabelle Saporta l'a très justement rappelé, aujourd'hui, seuls les propriétaires paient des impôts locaux. Le locataire aujourd'hui ne paie pas d'impôts pour financer les services publics locaux dont il bénéficie. Ce qui n'a Parce aucun qu'il faut sens rappeler d'ailleurs. Que la taxe foncière, c'est la première ressource des communes et des collectivités et des agglomérations de communes et tout, vous savez, la strate qui existe entre la commune et le département. Donc autrement dit, c'est de l'argent qui est très 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 important pour les communes. Et comme on a supprimé la taxe d'habitation, effectivement, c'est une ressource qui est d'autant plus importante. Sur le plan fiscal, c'était assez débile de supprimer la taxe d'habitation. Il aurait fallu faire des économies. Et sur le plan moral même. Pardon, parce qu'en fait, pardon, je vous coupe juste 2 secondes. Ils les utilisent ces services publics, les locataires. Donc ça n'a aucun sens. Pardon, excusez-moi. Fléché, en réalité. C'est de la démagogie à 2 balles. Mais en effet, on voyait de l'autre côté de la rue, comme c'était bien fait, en tout cas, la fiscalité pour laquelle on avait payé. Moi, j'achète pas du tout, Benoît, l'idée selon laquelle les collectivités seraient à l'os. Ah, moi non plus. Ah non, je prends le problème à l'envers. Non, mais les collectivités ont créé 1 million d'emplois, 1 million d'emplois de fonctionnaires dans ce pays, alors qu'on n'en avait pas besoin partout. Et aujourd'hui, elles sont étranglées par des charges de structure. Il faut le rappeler, à chaque fois que vous embauchez un fonctionnaire, vous l'embauchez souvent jeune, pour 40 ans d'activité, 15 ans ou 20 ans de retraite, et puis 10 ans de reversion. Ça fait 4 millions d'euros. C'est Xavier Bertrand qui l'avait calculé. 4 millions d'euros, c'est quoi? C'est un fonctionnaire. C'est une vie, ça coûte. Un fonctionnaire, ça coûte en moyenne 4 millions d'euros. Dès lors que vous l'avez engagé, puisqu'il n'y a pas de licenciement, il y a un statut de la fonction publique. Jusqu'à la fin de la reversion. Jusqu'à la fin de la reversion, ça fait quand même un peu de... Alors moi j'ai essayé, formidable, moi j'ai essayé l'autre jour de calculer le prix de mes enfants. J'ai essayé de calculer le prix de mes enfants. Mais alors, le coût du fonctionnaire, j'ignorais qu'un agent public du début à la fin, de son début de CDI à la fin, c'était en moyenne 4 millions d'euros à la charge du... Sans savoir ce qu'il a rapporté à la collectivité. Non mais il rapporte évidemment, il y a un rapport immatériel. Voilà. C'est utile.
utile d'avoir des services publics. Vous voyez comme vous avez mauvais esprit, non, mais monsieur Ferry. évidemment que j'ai mauvais esprit, c'est pour ça que je suis là, madame. En revanche, donc, vous avez des collectivités qui ont créé des emplois, qui se sont créés des semelles de plomb aujourd'hui et qui courent après l'argent parce que elles ont mené des politiques qui étaient mal senties. Qui n'étaient pas rigoureuses et elles en payent le prix, elles nous en font payer le prix, mais il y a beaucoup de maires qui gèrent très bien oui. aussi. Des virtuoses. Il y en a des virtuoses qui font pas de démagogie. Bien. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications. On va s'adresser maintenant aux plus jeunes d'entre vous. Oui, enfin... On parlait des contribuables et là on se demande si vous, la plus jeune, vous allez devoir faire bientôt votre service militaire. Car mesdames, messieurs, vous qui regardez LCI, ça fait des mois et des années même que vous nous dites « Ah, c'était bien, hein, avant Jacques Chirac, 1997, il y avait ce grand brassage social, le service militaire, c'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant. » Ben on y revient au service militaire. À tout de suite. Mesdames, messieurs, devant vos yeux ébahis, je vous annonce très officiellement qu'Isabelle Saporta est là. Bonjour Isabelle. Bonjour. Je vous annonce encore plus officiellement que Pascal Perry est là, éditorialiste économique. Bonjour et très heureux de vous avoir. Vous remplacez aujourd'hui l'Auguste Renaud-Pilat qui n'a pas pu être avec nous, mais il est en pleine forme, hein, rassurez-vous. Tout va bien pour Renaud-Pilat. Bon, Nivine Potros va nous rejoindre dans un instant. Et là, maintenant, je m'adresse à vous, mesdames, messieurs, car cela fait des années que vous dites « Ah, le service militaire, c'était bien, ce brassage social qui mettait les plus modestes, les plus ruraux, en face des plus nantis, n'est-ce pas, ce grand brassage social, hein? Qu'est-ce qu'il nous manque? Eh bien, il est question qu'il revienne, mesdames, messieurs. C'est tout à fait possible, Magali Lunel. Exactement. Vous avez bien compris que face à la menace grandissante des Russes, les pays européens s'organisent et la conscription fait son retour chez tous nos voisins européens de façon plus ou moins contraignante. Emmanuel Macron réfléchit sérieusement à la question. Il en avait parlé au cours du printemps. Il en a reparlé lors du 14 juillet. Et il dit qu'il va rendre ses conclusions dans les semaines qui viennent. On en saura davantage. Mais on a quelques informations. On va pouvoir vous les donner. En tout cas, ce que l'on constate, c'est que clairement, on change d'époque. Souvenez-vous, il y a une trentaine d'années, Jacques Chirac qui vient d'arriver au pouvoir. Qu'est-ce qu'il avait annoncé? C'était l'un de ses points forts de son programme. C'était ça. Je propose donc que le service national que nous connaissons aujourd'hui soit supprimé dès le 1er janvier 1997 et qu'il cède la place à des volontariats tout en maintenant le principe d'un rendez-vous entre la nation et sa jeunesse. Vous savez, Isabelle Saporta, que désormais, s'il y avait à nouveau un service national en France, d'ailleurs on parlera dans un instant, souvent vous connaissez cette expression, on dit « il a vu la Vierge, il a une illumination ». Là, Emmanuel Macron n'a pas vu la Vierge, il a vu la Norvège. Il a été bluffé par l'exemple norvégien sur lequel nous reviendrons dans un instant. Mais je vous disais, si jamais il y avait à nouveau un service militaire en France, les femmes devraient le faire désormais. Hein. C'était pas le cas avant 97. Voilà. Alors vous êtes favorable, vous, à cette idée d'un nouveau service militaire? C'est-à-dire que après avoir planté le service national universel qui devait appeler toute une classe d'âge et qu'on a enterré, après l'incapacité à intégrer les réservistes qui sont en augmentation, on va faire semblant maintenant de créer encore un nouveau pataquès. Non mais moi je trouve ça extraordinaire en fait. On éditorialise sur des idées dont on sait qu'elles ne sont pas faisables maintenant. C'est parfait, hein? Allons-y. Faisons semblant encore une fois. Oui. Voilà. Faisons semblant. Faisons semblant. Pascal Perry, je vous passe le micro, mais je salue tout de suite le général Richoux qui est avec nous, général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7e brigade blindée. Ça me fait tellement plaisir de vous voir, mon général. Souvenez-vous, nos soirées avant Darius Rochebain, le soir sur LCI de 22h à minuit. On était quasiment tous les jours ensemble. Vous allez bien, mon général? Pardon? Vous allez bien? Ah oui, très très bien. Moi, oui, je suis ravi d'être avec vous. Alors justement, tiens, avant de passer le micro au camarade Pascal Perry, votre avis sur cette réflexion que mène aujourd'hui le président de la République? Pourquoi ne pas revenir sur le service militaire en France?
Alors, le service militaire, il est question là de volontariat. Il faut bien être d'accord, il ne s'agit pas d'une remise à l'honneur du service militaire tel qu'on l'a connu dans les années 90. Donc la cible, on a besoin de réservistes. Alors j'écoutais ce qui était dit avant. Alors, on a besoin de réservistes. Moi, par exemple, quand j'étais à l'état-major de la 7e brigade blindée, que j'avais une partie de mon état-major qui avait été projetée au Mali, moi je n'y étais pas, mais une partie avait été projetée au Mali, j'avais à peu près un tiers de mon état-major qui était composé de réservistes, qui étaient des anciens d'actifs, qui reprenaient les postes qu'ils avaient connus quelques années avant, donc ils étaient immédiatement employables. Ces gens-là, on en a absolument besoin. Et la réserve, elle est prévue pour aller à 80 000 hommes en 2030 et à 100 000 hommes en 2035. Alors là, ce qui a été annoncé, effectivement, c'est le retour d'une forme de volontariat un peu service long, ce qu'on appelait les VDAT, les volontaires de l'armée de terre, qui pourraient être à qui on pourrait proposer à partir de 18 ans à peu près 10 mois d'engagement, un peu comme si c'est leur service, pour quelques centaines d'euros. Moi, j'ai entendu parler de 800 euros par mois, qui leur donnerait une formation professionnelle et qui permettrait effectivement de combler un certain nombre de postes vacants. Mon général. Et donc là, ça n'est pas simplement un succès d'année politique. Alors très bien. On en a aussi besoin. Mon général, juste un mot. Effectivement, c'est de payer. J'avais oublié qu'il était aussi difficile à couper, le général Richaud. Non mais attendez. J'ai pas dit qu'il fallait pas des réservistes, j'ai dit qu'on n'arrive pas à les accueillir. Aujourd'hui, il y a un afflux de réservistes qu'on n'a pas les moyens d'accueillir parce qu'on n'a pas les structures, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on sait pas comment faire. Il faut bien sûr. D'une part, ce que dit Isabelle Saporta. Deuxième chose, mon général, parmi les pays européens, je pense aux Allemands, parce que Emmanuel Macron a été bluffé par ce qui se passe en Norvège, mais il regarde également de très près ce qui se passe en Allemagne, où on a décidé, comme il n'y a pas assez de soldats d'actifs, où on a décidé d'aller chercher des réservistes, de réinstaurer un dispositif. Mais les volontaires ne sont pas suffisants en Allemagne, donc on réfléchit à plusieurs scénarios. Pourquoi pas choisir quelqu'un comme quand on est juré. Vous savez, quand on est juré au tribunal, c'est vous êtes obligé d'y aller. Voilà, si vous avez un métier, c'est pas grave. Vous allez dans un tribunal statué en tant que juré. De la même façon, les Allemands se disent, est-ce qu'on n'irait pas, au hasard, piocher des gens, regarder leurs caractéristiques physiques et s'ils sont aptes, en faire des réservistes d'autorité. C'est-à-dire que si on joue que sur le volontariat, l'affaire n'est pas pliée encore. Alors justement, on est allé enquêter. On a été rencontrer des jeunes parce que visiblement, c'est un militaire qui nous le disait sur notre antenne la semaine dernière. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont attirés par l'armée en France. Regardez notre reportage signé Esther Lefebvre. Devant les couleurs de la France, ils sont au garde à vous pour la toute première fois. Lorsqu'on salue le drapeau, on se rappelle les raisons de notre engagement et surtout on se rappelle de ceux qui ont laissé leur vie pour la France. Leur tenue n'est pas vraiment réglementaire, car ces jeunes ne sont que des candidats. Pour rentrer dans l'armée, attention à votre demi-tour le 1. Ils enchaînent pendant 2 jours, tests psychologiques, médicaux et physiques. Je m'appelle Justine et j'ai 19 ans. Je m'appelle Tom et j'ai 19 ans. Alan et j'ai 18 ans. Je m'appelle Antoine et j'ai 23 ans. Le déclic, Antoine l'a eu récemment, tout juste diplômé d'école de commerce. C'est après un stage en start-up qui s'est pas très bien passé en fait. Je me suis dit que défendre mon pays et ses valeurs et c'est beaucoup plus de sens pour moi en fait, beaucoup plus d'intérêt. Chez ces jeunes, souvent en quête de sens, comme lors des attentats de 2015. Allez-y, entrez, je vous en prie, installez vos affaires. Les candidatures affluent au début de la guerre en Ukraine. On se rend compte que oui, ce qu'on a, nos libertés, c'est pas quelque chose d'acquis, on peut le perdre. Que nous aussi, à tout moment, on peut se faire attaquer. Et donc ça renforce nos motivations. Le pic est très net. En mars dernier, plus 40% de prise de rendez-vous. Et après un été plus calme, on observe en septembre également une remontée des candidatures. C'est une excellente nouvelle parce que plus on aura de candidats et meilleurs seront nos soldats qui demain seront chargés de la défense de la France. Car plus de candidats veut dire plus de choix pour le plus gros recruteur de France. Objectif de l'armée de terre, 16 000 contrats signés en 2022. Et tous les moyens sont bons pour élargir son vivier. Sur TikTok, de vrais soldats se mettent en scène. Le jeune, on va aller le chercher là où il est, tout simplement. Et là où il est actuellement, ce sont les réseaux sociaux. Les militaires font même appel à des influenceurs payés pour casser les codes. Qu'est-ce qui se passe? Vous entrez dans l'armée. Waouh, c'est stylé. Tu es mon héros. Résultat,
Résultat en effet à l'opposé de leur rigueur légendaire. Bon, intéressant. Me serais-je trompé? D'ailleurs, il faut parfois penser contre soi-même. Moi, il me semblait, selon les éléments que j'avais vus, qu'il n'y avait pas suffisamment de volontaires pour faire l'équivalent d'un métier de militaire de réserve. Attention, hein. Là, c'était des gens qui veulent s'engager dans l'armée de métier. Mais il me semblait qu'il n'y avait pas assez d'enthousiasme et de volontaires. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être. Pascal Péry, vous en pensez quoi? Moi, je pense d'abord, je veux rapprocher ça de ce qu'on disait hier sur l'industrie de défense. Un jeune qui veut faire de la haute technologie aujourd'hui, qui est intéressé par les applications digitales, par la mécanique, par l'informatique, par le spatial, va trouver dans une offre d'emploi qualifiée dans l'armée de terre et une perspective de carrière. Comme on a une industrie de la défense qui est extrêmement performante, c'est notre dernière grande industrie qui tient debout. Les matériels qui sont utilisés, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, les matériels qui sont utilisés dans l'armée font appel à beaucoup de technicité. Mais dans l'armée, on peut être électromécanicien, on peut être officier ou sous-officier, certes, ça c'est le grade, mais il y a la fonction surtout, comme on peut être médecin d'ailleurs. Donc l'armée continue d'offrir aujourd'hui des perspectives de carrière, et il y a beaucoup de jeunes. Alors, le patriotisme à la Ernest Renan, j'entendais ce jeune qui disait il y a une menace aux frontières formidable. Il est marginal. Bon, malheureusement, mais peut-être d'ailleurs que plus la pression va monter, plus le danger sera visible, plus cette idée de défendre nos frontières, de défendre la République, la nation au service de la République, peut-être que cette idée va grandir. Puis juste pour terminer, tout à l'heure vous ironisiez un peu, Éric, sur le grand brassage. Moi, j'ai vécu mon service militaire comme ça. Je l'ai vécu comme une rencontre avec des gens que je n'aurais jamais rencontrés, par ailleurs dans la vie. Et je pense avoir été utile. J'ai servi à alphabétiser des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Qu'on retrouvait au service national. Il y avait aussi, d'ailleurs, c'était l'époque des boat people, c'est-à-dire qu'on accueillait en France des Vietnamiens. Des Vietnamiens. Certains avaient choisi une carrière militaire, ils parlaient mal le français, et ça a été particulièrement utile. Et en effet, sur le plan personnel, je pense que ça m'a marqué. Mais ce serait pas le cas là. Hein. Là, ce serait vraiment en fait des gens tirés sur. J'ai bien compris. La poterie sur le volet. Mais qui a un lien à la base du volontariat. Oui, non, mais même de toute façon là, ils veulent choisir des gens sur des critères physiques, sur des critères technologiques, etc. Donc en plus la crainte, c'est qu'en fait on ne choisisse que parmi des gens très pointus, comme le disait Pascal. L'armée a besoin de gens. Mais attendez, je voudrais revenir je voudrais repasser le micro au général Richoux. Général, il faut que vous m'éclairiez. Je comprends pas. On nous parle d'une initiative nouvelle, mais vous nous dites non, ça sera pas le service militaire généralisé à tous les Français, ce sera un service militaire sur la base du volontariat. Mais enfin, ça existe déjà. Il y a déjà l'armée, il y a déjà des réservistes. Moi, j'ai un copain qui est officier de réserve. Bon, il y en a plein d'officiers de réserve, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de Brest à Strasbourg. Il y a des officiers de réserve. Donc, c'est une annonce sur du rien, là. Non, absolument pas, parce que des réservistes, on en avait à peu près 40 000. Et puis, en fait, ce qui est vrai, c'est qu'on n'avait pas trop les moyens de les payer. Bien souvent, des réservistes, ils avaient 4-5 jours d'engagement, une dizaine de jours par an, mais à peine plus. 40 000. Là, on veut vraiment monter en gamme, mais ça ne veut pas dire qu'on a 80 000 ou 100 000 soldats en même temps. Ça veut dire qu'on a un vivier. Ça veut dire que dans les réservistes, à un moment donné, on va aller piocher en fonction des besoins, des opérations, compléter les états-majors, compléter les unités, en fonction de ce qu'on a besoin. Voilà. Le vrai problème, c'est la montée en puissance. Ils seront mieux payés. Quand ces gens-là, il faut les équiper. Et puis, moi, le chef d'état-major de l'armée de terre disait dernièrement qu'au tout début, il aura les moyens de monter en gamme avec quelques milliers de soldats à peine. Voilà. Mais aussi un soldat, ça peut être également un secrétaire du délégué militaire départemental dont on a besoin dans la Creuse, par exemple. C'est pas forcément un combattant. Vous voyez, on a besoin de tas de métiers différents. Vous avez vu l'attrait pour les réseaux sociaux, l'armée s'en empare. On en avait vu aussi pendant le service national universel. Pour donner envie aux jeunes, il faut forcément leur parler à travers les réseaux sociaux. Oui, c'était encore le cas, donc regardez, il y a quelques mois. La levée des couleurs le matin, le chant de la Marseillaise, c'était vraiment beau. J'ai fait le SNU, bien sûr que même si j'avais mon téléphone 1 heure par jour, je l'ai jamais utilisé parce que j'étais tout le temps avec mes potes. C'est la frappe que nous fournissons, car c'est sous commission. La nuit j'ai trop de
Ça n'a pas suffi, hein. Le SNU n'a pas vraiment marché. Hein. Le SNU, c'est le truc qu'a fait ma fille de 18 ans. Elle est partie au métro école militaire à Paris pour une... Non, ça c'est la journée de citoyenneté, ça. C'est pas pareil que le SNU. Mais c'est une catastrophe. C'était censé accueillir toute une classe d'âge. Ça n'a jamais été le cas. À la fin, donc pas 850 000 gamins, mais ça en a accueilli 40 000. Ouais. Ça coûtait 160 millions. Et en plus, on s'est rendu compte que c'était censé intégrer des gens qui étaient dans des milieux défavorisés pour faire du brassage et qu'il y avait que 4% de gamins venant de milieux défavorisés. En fait, comme il n'y avait pas de quoi les encadrer, c'était les fils de policiers, les fils de gendarmes, les fils de militaires qui allaient dedans. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'on fasse semblant de se dire qu'on aura les moyens. Il a raison, le général. Bien sûr qu'il faut qu'on ait des réservistes. Mais c'est surtout qu'on a besoin d'argent, en fait. On a besoin d'argent pour organiser tout ça. Alors, je voudrais quand même, parce qu'on a un petit ton goguenard qui nous caractérise, mais il y a une relative gravité sur le sujet. Je n'hésite pas quand même au plaisir de vous informer sur un sujet majeur, c'est que le ministre des Armées, le ministre de la Défense allemand a dit ceci, il s'appelle Boris Pistorius. Regardez, les experts militaires et les services de renseignement peuvent estimer approximativement quand la Russie aura reconstitué ses forces armées. Donc quand elle aura reconstitué ses forces armées au point d'être capable de lancer une attaque contre un État membre de l'OTAN à l'Est. Donc on saura quand ils seront capables, les Russes, d'attaquer un État de l'OTAN à l'Est. Nous avons toujours affirmé que cette attaque pourrait se produire à partir de 2029. Or, certains estiment désormais que c'est envisageable dès 2028. Tout ça, c'est le ministre de la Défense allemand qui le dit. Et des historiens militaires pensent même que nous avons déjà connu notre dernier été de paix. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça ? C'est parce que c'est un propos qu'il vient de tenir et que c'est quand même un élément de contexte important quand on voit les Allemands, les Norvégiens, les Français réfléchir à se constituer désormais une grosse réserve. Réfléchis à cette conscription avec cette phrase choc qui n'est pas passée inaperçue. C'était il y a 2 jours dans un journal allemand. Général, votre réaction. Il affirme que l'été dernier, celui qu'on a vécu en 2025, c'était notre dernier été de paix. Est-ce que c'est une phrase politique pour essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de volontaires à la conscription allemande, ou est-ce qu'il a raison ? Écoutez, d'abord, il dit que certains historiens militaires estiment que c'est notre dernier été de paix. Alors, ils sont peut-être restés avec un logiciel bloqué sur l'été 14. C'est très très bien. Non, on n'en est pas là. Il faut la Russie redevient véritablement dangereuse, redeviendra dangereuse le jour où elle aura réussi à gagner la guerre d'Ukraine et qu'elle réussira à régénérer son potentiel. Alors, elle est un danger potentiel, bien entendu. Elle peut mener une guerre hybride, elle peut mener des actions. On le voit bien. Là, on parle de sabotage même en Pologne, on a plein de guerres hybrides un petit peu partout, d'exemples partout en Europe, mais de dire que on vit notre dernier été et que l'an prochain ils vont attaquer, il faut pas exagérer. Monsieur Pistorius, alors moi je connais bien l'Allemagne, j'ai été attaché de défense, j'ai fait l'école de guerre à Hambourg, etc. J'ai commandé un régiment de la brigade franco-allemande. Et il y a aussi un problème de politique intérieure parce que l'armée allemande elle revient de très loin et il a besoin de crédit, il a besoin de convaincre. Et l'armée allemande elle recrute un tout petit peu plus, mais il leur manque 20 à 25 000 hommes et donc ils ont un véritable problème avec une armée qui a été décapitée avec les réformes de 2011 de se remettre en piste aujourd'hui. L'armée allemande, qui pour un pays qui a 83 millions d'habitants, elle doit être à 185 000 hommes, ça veut dire encore beaucoup moins que l'armée française. Donc lui, il a besoin de sonner le clairon, il a besoin de sonner le tocsin pour montrer que le danger est là. Et donc effectivement, la Russie est un danger et il faut s'y préparer. Combien même elle n'attaque pas, c'est bien parce qu'on a été prêts pendant la guerre froide qu'ils ne sont pas venus. Donc il faut s'y préparer maintenant. Maintenant, de là à être catastrophiste à ce point-là, là, j'avoue que moi, sur le plan militaire, j'ai quand même des doutes que la Russie puisse nous attaquer militairement, de manière classique à partir de 2026. Je rappelle que l'OTAN, c'est 1500 milliards de dollars dépensés tous les ans, avec une supériorité en matériel qui est absolument colossale. On doit avoir 11 000 avions ou 11 500 avions contre moins de 2000 de l'autre côté. Donc la menace, elle existe. Il faut s'y préparer sérieusement. Mais enfin, je veux dire, c'est quand même David contre Goliath, quelque part. Alors, on va s'intéresser à ce modèle norvégien
qui a totalement séduit en matière de service militaire, ou plutôt de constitution d'une réserve, qui a totalement séduit le président de la République, Emmanuel Macron, qui allait, Nivine Potros, c'est quand il s'est rendu en visite officielle en Norvège qu'il a été séduit par le modèle norvégien, Emmanuel Macron. Exactement, déplacement en juin dernier, le chef de l'État a été très impressionné parce qu'en Norvège, faire son service militaire est considéré comme un honneur. Tous les jeunes, que ce soit les hommes ou les femmes, espèrent pouvoir un jour servir sous le drapeau. C'est très bien vu, c'est très valorisé sur un CV notamment. Et en Norvège sont éligibles au service militaire tous les hommes et toutes les femmes qui sont âgés de 19 à 47 ans. Ils sont très nombreux à postuler. Évidemment, il n'y a pas de place pour tout le monde. Les jeunes doivent passer des tests physiques, des tests psychologiques. Ils doivent également passer un entretien de motivation. Et à la fin, seuls 15 à 20% des candidats sont finalement sélectionnés. Ce sont évidemment les meilleurs des meilleurs, une réserve d'élite, si on peut dire. Ça représente environ 9000 personnes chaque année qui passent de 12 à 19 mois en caserne. Et parmi ces 9000 jeunes qui effectuent donc leur service militaire en Norvège, il y a notamment 7 jeunes femmes. Son visage, vous allez le voir, va apparaître d'ici quelques instants. Ça ne vous dit sûrement rien, ce joli minois. Pourtant, tous les Norvégiens la connaissent. Pourquoi ? Parce que c'est la princesse Ingrid Alexandra de Norvège. C'est la fille aînée du futur roi de Norvège. Elle est donc deuxième dans l'ordre de succession au trône. Et comme de nous, elle sera reine un jour. Elle sera reine probablement un jour. Et elle a effectué son service militaire. Elle a passé 15 mois, tout de même, 15 mois au bataillon du génie de la Brigade Nord. Et forcément, son engagement a fait des émules en Norvège. Le nombre de candidats pour le service militaire, ne diminue pas. Et face à la demande qui est donc grandissante, probablement grâce à la princesse de Norvège, les autorités espèrent augmenter le nombre de conscrits pour atteindre 13 500 d'ici quelques années contre 9 000 aujourd'hui. 9 000 réservistes d'élite. Alors attendez, ça m'intéresse parce que ça, le modèle que vous venez expliquer, le modèle norvégien, c'est celui qui a intéressé, passionné même Emmanuel Macron, qui a demandé des compléments d'information sur ce modèle norvégien, peut-être pour le dupliquer, le déployer en France à la sauce française, bien sûr. Est-ce que vous diriez, sur la base de ce que vous avez enquêté, Nivine Potros, est-ce que vous diriez que c'est un service militaire qui se déroule en Norvège ? C'est un sorte de service militaire, oui, qui est réservé. Encore une fois, ce qui est très important, c'est qu'en Norvège, les jeunes sont sélectionnés. C'est réservé aux meilleurs, à ceux qui veulent vraiment s'engager, contrairement au modèle français qui ratissait l'ensemble d'une tranche d'âge. C'est-à-dire que les Norvégiens observent tout le monde, regardent tout le monde et prennent les meilleurs. On regarde tout le monde et on prend les meilleurs. En fait, on sélectionne, ce qui fait que les jeunes sont très préparés et qui peuvent suivre évidemment une formation qui elle aussi est très qualitative, puisqu'ils ne sont pas des centaines de milliers, mais seulement 9000 sélectionnés chaque année. D'accord. Il y a Emmanuel Macron qui avait promis de faire des déclarations sur ce service militaire en France à l'automne. On y est à l'automne, donc normalement ça devrait être dans les semaines à venir. Vous pensez que ce modèle norvégien, il est duplicable en France ? Ce que l'on peut dire en tous les cas, c'est que l'armée norvégienne est une petite armée, donc il est quand même très très difficile de dégager le modèle norvégien pour en déduire un modèle français. Non, je ne pense pas. La Norvège n'a pas les mêmes responsabilités que nous sur le plan planétaire. Elle n'est pas engagée de la même manière partout. Moi, je rappelle quand même que la posture opérationnelle française, avec nos dom-tom, nos opérations et tout ce que l'on veut, l'opération Sentinelle, nos déplacements au Moyen-Orient, nos engagements au Moyen-Orient, etc., c'est 30 000 hommes en permanence, terre-mer. 30 000 hommes, ça veut dire 30 000 qui y sont, 30 000 qui en reviennent, 30 000 qui partent. On est déjà à 90 000 hommes. Je peux vous dire que là, on est déjà très très largement au-dessus des effectifs de l'armée norvégienne, qui appartient à l'OTAN, mais qui a pour but la seule défense du territoire. Donc je crois que le modèle norvégien ne peut pas être... on peut le sélectionner parce qu'on a une petite armée, on veut quelque chose de très technique. Nous, on est quand même obligé de ratisser large, c'est-à-dire qu'on a besoin d'hommes, on a besoin de masse. Et donc c'est la raison pour laquelle on a absolument
absolument, effectivement, besoin des réservistes, avec effectivement, moi je rappelle quand même que le projet budgétaire pour 2026, je ne sais pas si ça sera voté, mais on me disait, moi, au niveau du ministère, qu'il y avait quand même un certain consensus. Le vrai problème, c'est la capacité du Parlement à voter le budget des armées, mais il serait de 57 milliards cette année. C'est-à-dire, on passe de 50,5 à 57, 6 milliards 5 de plus. Donc là, on commence à pouvoir faire des choses. L'armée française est encore en convalescence. Elle se remet des 30 années de diète qu'on a subies. Elle est encore en train de se régénérer. Mais là, si ce budget était voté, on joue plus du tout dans la même catégorie, si vous voulez. Là, on commence à s'engager clairement vers au-delà des 2% pour atteindre les 3,5, etc. Merci, Général Nicolas Richoux. C'était bien de vous écouter, de vous entendre avec nous, mesdames, messieurs. On en saura davantage dans les prochaines semaines. Emmanuel Macron dévoilera peut-être la stratégie qu'il souhaite mettre en œuvre pour recruter davantage de réservistes, aux côtés des militaires de l'armée de métier. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. On va maintenant parler d'un phénomène qui m'agace beaucoup. C'est l'engagement des artistes sur le terrain politique. Artistes engagés. Super chouette d'être artiste engagé. J'ai demandé à Patrick Vignal d'avoir la gentillesse de venir nous rejoindre, ancien député Renaissance de l'Hérault et ancien parlementaire qui n'a pas la langue dans sa poche. Et c'est la question pour laquelle on va demander de venir avec nous. C'est un artiste, monsieur? Oui, c'est pas un artiste. J'aimerais être un artiste politique, mais a priori, ça va marcher. Il aurait voulu être un artiste. Pouvoir dire pourquoi j'existe. Ouais. Alors, il y en a un qui a dit sur RTL pourquoi il existait. Il s'appelle Alain Souchon. Vous connaissez Alain Souchon. Et Alain Souchon, il a renoué avec cette tradition que j'appellerais avec une certaine ironie, cette tradition des artistes pétitionnaires professionnels, n'est-ce pas, qui donnent à chaque tournant politique, à chaque élection, leur opinion et qui invitent les Français à voter comme ci plutôt que comme cela. On se souvient on se souvient de Yannick Noah. Non, quand un artiste donne son avis, oui, il n'a pas dit aux Français vous devrez voter comme ça. Regardez d'ailleurs ce qu'a dit Alain Souchon. C'était la semaine dernière sur RTL. Alors on lui demande est-ce que vous êtes inquiet par rapport au Rassemblement national et voici sa réponse. Je ne crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National pour diriger la France, que les gens du Front National soient là pour asticoter le pouvoir, ça c'est normal, c'est la démocratie. Mais si jamais ça arrivait, on irait, il parle de sa famille, vivre en Suisse. En Suisse, voilà. Sachant qu'il a une partie de sa famille qui est déjà en Suisse, en fait. Donc moi, je trouve qu'incliner son stylo dans le sens de la mode, du moment, ça m'a toujours agacé. C'est pas, j'aime bien Alain Souchon, c'est pas dirigé contre Alain Souchon. Je trouve que c'est fatigant. Hier, j'étais à un concert de Sheila. Vous pouvez vous moquer de moi. Moi, je suis un fou de Sheila. Elle a fait le Palais des Sports, le Dôme de Paris. Moi, j'adore Sheila. Oui. Je sais qu'on se moque beaucoup de moi, mais moi, j'adore Sheila. Pas du tout. Et Sheila, que j'aime beaucoup, je tiens à le dire, s'est senti obligé aussi, pour faire un peu engagé, de faire une chanson sur Simone Veil. Bon sang, Sheila, elle est libre de le faire. Mais tout le monde a toujours envie d'avoir son texte un petit peu engagé, etc. Moi, je pense pas. Je pense que la finalité d'un artiste, il dit ce qu'il veut. Il est libre de le faire. Mais les Français n'ont pas tellement envie d'entendre tous nos artistes comme ça, décréter, pour des raisons parfois un peu commerciales, que moi aussi, je suis un chanteur engagé. Moi aussi, j'ai mes petites humeurs. Je suis un chanteur engagé. Bon, je trouve ça fatigant et ça me hérisse le poil. Mais encore une fois, ça n'engage pas Elsie, ça n'engage que moi. Voilà. Vous lui prouvez qu'il a tort ? C'est notre rubrique, là. Écoutez, moi... Prouvez-moi que j'ai tort, ma chère Isabelle Saporta. Vous n'êtes pas obligée, d'ailleurs, pour être d'accord avec moi. Non, mais je veux dire, vous parlez d'Alain Souchon, mais vous parlez pas de Patrick Sébastien. Quand Patrick Sébastien va chez Apolline de Malherbe pour dire qu'en fait, voilà, il veut faire émerger une autre voix politiquement et qu'il est la voix de tous les sans-voix. Bon, et ben là, vous avez la gentry, en fait, du journalisme. Vous avez, par exemple, le diplomate Gérard Haraud, qui est souvent sur cette antenne, qui le traite d'abruti, qui n'y connaît rien, qui devrait la fermer. Écoutez, moi, je trouve pas ça mieux quand on a Gérard Haraud, quelle que soit l'intelligence de Gérard Haraud, qui dit à Patrick Sébastien, taisez-vous, parce qu'au fond, il est plus proche du Rassemblement national, que quand on a effectivement un Alain Souchon qui dit, c'est pas mon kiff, le Rassemblement national. Et au fond, je trouve que l'un comme l'autre ont le droit de s'exprimer, que ni Gérard Haraud n'ont le droit de conspuer Patrick Sébastien, ni nous avons le droit de conspuer Souchon, qui disent ce qu'ils veulent. Au fond, ils nous représentent, ce sont des artistes, ils disent ce qu'ils veulent, ils frisent avec la politique, pourquoi pas, en fait. Mais
moi, je ne supporte au fond la stigmatisation ni des uns ni des autres. On regarde juste la réaction du Rassemblement national après les propos d'Alain Souchon. Alors, ils accusent, donc, les membres du Rassemblement national, le chanteur d'être déconnecté. Par exemple, Laurent Jacobelli. Alain Souchon traite de cons les électeurs du RN depuis son appartement du 6e arrondissement. Mépris de classe. Voilà ce qu'il dit. Julien Audoul, Alain Souchon est un millionnaire qui ne connaît aucune des difficultés des Français et se permet de donner des leçons de démocratie. Ne lui en déplaise, les électeurs du RN sont de plus en plus nombreux chaque jour alors qu'il se barre en Suisse. En fait, il dénonce de France. Il dénonce un artiste aisé, déconnecté, alors qu'il y a leurs électeurs qui seraient donc la France, la vraie France, celle aussi qui est confrontée au problème du quotidien. Il y a sans doute aussi un peu de caricature des deux côtés, hein, sans aucun doute. Merci. Non, mais c'est les propos de bistrot. Mais oui. C'est les propos de bistrot. Juste d'un mot, pardon, Monsieur Vignal, mais la déclaration de Souchon, il a le droit de le dire. Exact. On l'entend. Mais elle est aussi con que le contenu de la déclaration. Non, les électeurs du Rassemblement national sont pas tous des imbéciles. Et les Français sont des gens qui réfléchissent aussi. Mais on peut l'entendre. On a le droit de le critiquer aussi. Quand même, Souchon réitère, c'est-à-dire une espèce de constance. Souvenez-vous ce qu'il avait dit dans les années 80. Alors, je l'avais totalement oublié, moi, mais à l'occasion de cette polémique qui a fait vraiment fureur sur les réseaux sociaux entre Alain Souchon et puis un certain nombre de Français, dont des gens du RN, on a exhumé cette petite tirade d'Alain Souchon. Regardez, où Alain Souchon disait que dans un contexte un petit peu, on va voir le texte s'afficher, s'il vous plaît. Voilà. C'était en 1986. Je ne suis pas du tout pour la France. La France, on s'en fout. C'est un truc démodé, la France. Et tout ça, c'était pour dire que finalement, la chose la plus importante, c'était l'Europe. Économiquement parlant, ça n'existe pratiquement plus. Ni l'Angleterre, ni l'Espagne, ni l'Italie, c'est des pays vieillots du point de vue économique, disait Souchon. Cruellement démenti par les faits. Vive l'Europe. Il conclut, en fait, c'était un plaidoyer pour l'Europe avec des c'est pas le plus patriote. Je suis pas sûre que si on nous ressortait des propos qu'on a tenus, en 86, je trouve que moi j'étais un peu petite, mais malgré tout, on n'aurait pas dit des choses. Je veux dire, là maintenant, on revoit tout aussi. Moi, j'en ai dit des conneries. On en a tous dit des conneries. Très peu. Là, on est en train de faire comme si Souchon, c'était un géopoliticien, tu vois. Je veux dire, il fait des très belles choses. Sortez les vidéos. Moi, j'ai écrit pourquoi Sarko va gagner au moment de la deuxième élection. Pourquoi il va être remarquable. Patrick Vignal, un point de vue politique, même si vous êtes un ex-député, finalement, qu'on soit artiste, footballeur ou simple citoyen ou n'importe qui, on a le droit d'exprimer ses opinions, non ? Je pense qu'on a le droit d'exprimer ses opinions. D'abord, vous avez vu qu'Alain Souchon, sur une radio, a fait un démenti en disant « je me suis exprimé comme une soirée de bistrot », mais... En fait, Alain Souchon, quand il s'exprime, il fait monter le Rassemblement national. Quand il dit « j'espère que les Français ne seront pas aussi cons », il y a quelque part quand même, je dois l'avouer, pas un mépris de classe, mais regardez ce que fait le Rassemblement national, c'est de dire « il traite les gens pour des cons, il habite dans le 6e ». En fait, on a toujours un débat entre la France d'en haut et la France d'en bas. Moi, j'ai envie de dire à Alain Souchon, mais militez, monsieur Souchon, venez nous aider. Parce que, en fait, de vouloir stigmatiser le RN, je vous rappelle, chers amis, qui fait que monter. Aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est 37% des Français. J'étais au Salon des maires, je citerai pas mes amis politiques, ils me disaient, il faut aller combattre le Front national. Ça se combat pas avec des paroles, avec des actes, avec des idées. Et donc, le vrai débat pour nos amis artistes, et pareil pour les footballeurs, au lieu d'être partie prenante, venez militer. Je vous rappelle au passage, Mir, qui peut pas se produire dans des salles, j'attendrai d'Alain Souchon qu'il soit devant la porte avec une banderole en disant « liberté pour les artistes ». Donc si vous voulez, je pense que quand on est un artiste ou un professionnel, on n'est pas un homme ou une femme politique. Et donc si on veut militer, on vient dans les sections, que ce soit les écologistes, l'EPS ou Renaissance, et on vient militer. Parce que là, il ne sert pas à la cause. Mais c'est notre faute. Moi, je pense que Souchon fait un peu monter la cote du Rassemblement national. Mais oui, c'est ce que je vous dis. C'est ce que vous dites. Moi, j'ai envie de dire à Alain Souchon, qui écoute cette émission qui est extraordinaire, mondialement connue, Monsieur Souchon, vous aurez mon numéro, venez m'aider sur les territoires oubliés, venez m'aider où il n'y a pas des déserts médicaux, où il n'y a pas de pharmacie, où il n'y a pas d'épicerie, venez avec vos chants, votre guitare, venez réenchanter le cœur des Françaises et des Français. Mais il ne prétend pas
vous savez, c'est ça qui est mais dur. Mais on a besoin de ça, madame. Non, mais je vous dis pas le contraire. Je trouve que ce qui est dur, c'est qu'au fond, nous, journalistes, nous posons des questions aux artistes. Nous leur demandons, mais que pensez-vous de ça? Et une fois qu'ils s'expriment du fond du cœur, comme un artiste, et de façon parfois maladroite, etc., on leur dit, non, mais quand même. Vous vous rendez compte de la portée politique de ce que vous venez de dire? Alors, faudrait savoir, ils sont artistes ou ils sont politiques? Mais c'est un garçon intelligent. Bah oui, mais c'est un peu de notre faute. Non, c'est pas de votre faute. Moi, quand vous me posez des questions qui me plaisent pas, je vous réponds pas. Mais lui aussi, il est politique quelque part. Mais on ne pose pas de questions sur la chanson, par exemple. On devrait peut-être. La prochaine fois, Isabelle, je viendrai avec un répertoire. Je peux même vous chanter si vous voulez. Non, mais Souchon, c'est un garçon intelligent, brillant. On a besoin de culture. Il est compétent, monsieur. Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté. Pas de liberté sans éducation et sans culture, on est d'accord. C'est quelqu'un qui peut nous donner une facette de liberté, qui vienne militer avec nous. Cela dit, il est le produit d'une génération d'artistes pétitionnaires. Ouais. Ceux qui ont grandi dans les années 80-90 se souviennent. Moi, je me souviens de Yannick Noah qui disait si Sarkozy est élu président, je crois, pas dire de bêtises. Ils ont tous dit ça. Je quitte la France. Aucun sont partis. Donc, je crois, cela dit, il a fini par partir à New York, Noah. Oui, mais il est revenu. Je suis pas certain que ce soit lié à Sarkozy. Enfin, alors, est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'il y a ce que vous dites sur les plateaux de télé. L'essence d'un artiste, c'est de comprendre la société. Il y a eu Bob Dylan, donc c'était bien avant, mais aujourd'hui aussi, dans l'histoire récente, 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen accède au 2e tour. Oui. Dans la nuit, le chanteur Damien XVI écrit une chanson. Ça s'appelait « Fils de France ». On écoute les paroles. À notre pays, revoilà l'ennemi. Allons, marchons ensemble, enfants de la patrie. Ça, c'est un artiste engagé parce que il y a quelque chose qui s'est passé dans toute la France et lui, il l'a senti. Il sort cette chanson qui devient un hymne. Vous vous souvenez un peu plus tard. Mais madame, moi, c'est des engagements de tinette, pardonnez-moi. Mais non, mais Eric Brunet. Non, mais si vous voulez, ça me rappelle un jour sur Canal+, il y a 30 ans, qu'est-ce que je m'étais marré, pardon. Il y avait Zazie qui était invitée sur Canal+, ça devait être Denisot qui officiait, dans Nulle part ailleurs, n'est-ce pas? Et elle regarde la caméra en face et elle dit, moi, je vais dire un truc courageux, je vais dire un truc, vraiment ça va peut-être faire mal, ça va déranger des gens, mais je le dis face à la caméra, il faut casser la gueule au sida. Bon, d'accord, alors... Okay. Non, mais qu'est-ce que c'est? Attendez, elle avait bien fait de le dire. Mais c'est pas... Aujourd'hui dire, il faut pas que l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est pas un engagement. C'est une banalité triviale que tout le monde dit et répète depuis à peu près 50 ans pour vendre des disques. Heureusement que nous, on est toujours incroyablement pertinents. Dis donc, il a osé dire qu'il était contre Marine Le Pen. Et qu'est-ce qu'il est courageux. Et les journalistes ne sont surtout pas engagés politiquement. Ça fait 50 ans qu'on... Non, mais je suis pas... Est-ce que je peux continuer juste parce que souvenez-vous la jeunesse qui va dans la rue et qui n'a pas forcément les mots et c'est grâce aux artistes qu'elle retrouve ces mots. Quand, la jeunesse spontanément elle n'arrive pas à dire nous sommes la patrie des droits de l'homme, nous sommes la nation de la différence, la nation des lumières, nous sommes à l'heure de la résistance. C'est un artiste qui arrive. 2006, Diams, vous en souvenez? Oui. Vous en souvenez de cette chanson où elle s'adresse directement à Marine Le Pen? On ne sera jamais amis parce que ma mère est française mais que je ne suis pas née ici. Marine, regarde-nous, on est beau, on vient des quatre coins du monde, la jeunesse. Mais pour toi on est trop. Ma haine est Diam, elle est mal finie, elle est bâchée de haut en bas. C'est des caricatures. Et pourquoi c'est une caricature? Non, mais c'est des caricatures parce que les choses sont un peu plus complexes que ça. Ça participe aussi à la société du spectacle. Il faut le prendre pour ce que c'est. C'est juste une chanson. Mais on est quand même obligé de constater, Magali, que tendanciellement, les artistes du cinéma, du théâtre, de la chanson se prononcent plutôt à gauche. Et quand on entend des artistes plutôt à droite, Michel Sardou et quelques autres, on a tendance à les moquer en disant eux, non, le droit à la parole se limite aux autres. Vous voyez, on a vu avec Souchon que c'était pas le cas. C'est énormément attaqué. C'est intéressant. Un artiste engagé, tiens, je vous écoute et je suis en train de me dire, un artiste engagé, c'est quelqu'un qui ferait une chanson contre Olivier Faure, ça serait un engagement. Contre Jean-Luc Mélenchon, ça serait un engagement. Contre François Bayrou, voilà. Contre Yannick Jadot, par exemple. C'est pas mon contre Marine Le Pen, c'est peut-être légitime d'être contre. Je ne juge pas le fond, mais comme ils sont tous à peu près contre Marine Le Pen, si vous voulez. C'est plus en engagement. Sauf 40% des électeurs. Sauf 40% des électeurs. Donc c'est peut-être idiot de le rappeler, mais enfin c'est la base. Il faut rappeler l'essence de l'artiste, qu'il soit écrivain, qu'il soit peintre, qu'il soit réalisateur de films,
ils ont des opinions politiques, comme vous, les journalistes. Hein. On va vous demander d'être neutre et de pas penser, Éric Brunet. Mais le vrai débat, moi, ce que je trouve dommageable, c'est que l'écriture, la chanson, ça peut être intéressant pour faire militer des gens. Mais sauf que ce sont des gens connus, qui ont quelque part du potentiel, que ce soit même Sheila, elle doit avoir quand même quelques fans encore, dont Éric Brunet, voilà, j'ai cru comprendre. Voilà, donc je veux dire, à un moment donné, ils ont... le soleil, vous voulez que je chante quoi? Je veux bien, allez, dites-nous. Non, je vais vous chanter. C'est le cœur, les ordres du docteur, une étrange douleur, tout cela me fait peur. Wow, 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 c'est le cœur. Elle n'a pas une chanson engagée, cette Sheila? Vous nous en avez parlé. Si, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle a fait une chanson sur Simone Veil. Et elle a fait une chanson également, vous avez raison. Jaune, vert, noir. Non, blanc, noir, jaune, rouge. On est tous. Non, elle était de gauche alors. C'est une femme de gauche. Oui, j'ai le droit d'aimer. J'adore Jean Ferrat et j'adore Sheila. Non, mais voilà. C'est ma part de gauche. Non, mais Magali a le droit de souligner le fait que vous êtes d'une mauvaise foi confondante. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des acteurs et des chanteurs que vous préférez, et à ce moment-là, vous leur pardonnez tout. Mais Foule Sentimentale, c'est une chanson magnifique, par exemple. Bien sûr. Donc, si vous voulez, quand il raconte la cour de récré, j'ai 10 ans là, et comment tu te fais piquiner dans les cours de récré. Donc, mais voilà, mais il faut prendre les artistes pour ce qu'ils sont, là où ils sont, c'est-à-dire sociétalement, ça raconte quelque chose. Et vous aimez Jean Ferrat, vous aimez machin. Faire le petit couplet de il faut séparer l'œuvre de l'artiste. C'est ça le petit couplet? Peut-être. En fait, ce qui est vrai, quand même, c'est que il faut être honnête. Moi, je suis un homme de gauche, vous le savez. Oui, Renaissance est à gauche. Et c'est vrai que. Non, mais c'est pas touché. C'est un ancien socialiste. Là, de gauche de droite. Je vous cherche, Isabelle. Là, je vous cherche. Et en fait, c'est vrai quand même que jusqu'à maintenant, les artistes étaient très ancrés à gauche. Et moi, j'ai envie de leur faire passer ce message. Nous sommes tous responsables si on a un RN à 37%. Je vous rappelle, quand j'étais parlementaire en 2012, il y avait 6 parlementaires RN. En 2017, 17. Aujourd'hui, 123. Nous sommes en partie fautifs de la montée du Rassemblement national. Et c'est pas la peine toujours de dire ils sont vilains et méchants. Vous l'avez dit, Pascal Perry. Éventuellement, mais les artistes non. Donc, non, mais les artistes sont pas responsables. Mais non, mais ce que je veux dire. Mais moi, je pense qu'ils sont responsables parce que c'est Alain Souchon, leur pétition. Il fait monter le RN. Peut-être fait monter le RN. Je suis d'accord avec Vignal. Il y a deux choses. Il y a dans ce pays, la bataille culturelle, elle a été gagnée par la gauche. La bataille, les artistes, pour être un artiste, avec un grand A, il faut être à gauche. Didier Barbelivien, il est de droite. Oui, mais enfin, il y en a 15. Voilà. Oui. On va en avoir vite fait le tour. Des types, il y avait Gérard Lenormand. Moins de 5. Ce que vous dites, je peux vous montrer une photo? Bien sûr. C'était en 2007, vous vous souvenez? Place de la Concorde, on est au mois de mai, avec le gagnant de cette élection. Je voulais pas dévoiler, mais je vais être obligée. Nicolas Sarkozy qui s'affiche avec un chanteur. Regardez. Vous le reconnaissez, lui? Ah oui, le pauvre, ça lui a pas coûté vraiment. Ça a été très court. Il avait été surnommé le petit prince du rail. Il était en pleine ascension à ce moment-là. Il s'affiche avec Nicolas Sarkozy. Il y a toute une partie de ses fans qui ne lui ont jamais pardonné. Et récemment, il l'a dit. Il le regrette. Mais bon, les artistes s'expriment globalement à gauche dans ce pays. Il y a quelques exceptions à droite. On les écoute, on les apprécie. Moi, mes parents diffusaient régulièrement du Jean Ferrat. J'adorais Jean Ferrat. Magnifique. Oui, ma môme, elle travaillait en usine à Créteil. Non, je suis obligé de vous la chanter. Ah non. Ma môme, elle joue pas les starlettes. Voilà. Elle porte pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines. Elle travaille en usine à Créteil. Mais quelle chanson magnifique. Sublime. Mais j'ai toujours pris Jean Ferrat. Non, mais j'ai toujours pris Jean Ferrat pour ce qu'il était. Mais moi, j'ai une stratégie très simple. LCI, TF1 et la chanson. Et le théâtre aussi. Et le samedi soir, The Voice. Le théâtre, LCI, TF1, The Voice. Voilà. Le théâtre, il nous le fait tous les. Le théâtre, il pourrait le faire, hein. Enfin, il y a un peu plus de subtilité pour comprendre l'émergence du Rassemblement national dans ce pays. Et puis, on peut pas traiter non plus 40% des électeurs de crétins. Non. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? On vit dans une démocratie où on doit avoir le respect des autres. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas mes opinions. Et moi, j'ai des opinions, Monsieur Vignal. Je m'en cache pas, d'ailleurs, mais je sépare les faits de mes opinions. Je le dis, d'ailleurs, de façon générale. Mais je n'ai jamais considéré les gens qui ne pensent pas comme moi comme des imbéciles. C'est mal comprendre et c'est mal répondre au problème de la société. Mal répondre, Monsieur Vignal, au problème de la société française.
française quand Souchon les traite de cons. On est d'accord que vous, normalement, dans votre métier de journaliste ou d'éditorialiste, vous devriez être neutre quand vous traitez l'information. Pas du tout. Éditorialiste, certainement pas. Quand vous traitez l'information. Non. L'éditorialiste, non. Non, pas l'éditorialiste. Journaliste, oui, bien sûr. Non, attendez. C'est important, ça. Oui, attendez. Les faits, j'entends souvent cette observation. Ouais. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Bien sûr. Il y a toujours eu depuis le 19e siècle, depuis le 19e siècle des journalistes qui étaient des billettistes, qui faisaient des billets d'humeur, des éditorialistes qui donnaient leur opinion, des journalistes également factuels qui travaillaient sur la nature de l'information, qui eux étaient tenus à une objectivité factuelle. Donc attention, ne réduisons pas non plus les journalistes à des gens qui sont juste des pipelines entre l'info et le lecteur. On n'est pas que des pipelines. On a le droit d'avoir des opinions. La question est de savoir, est-ce que ça sert à quelque chose que les artistes se mobilisent pour une cause ou pour un autre, pour un parti ou pour un autre? Est-ce que ça a un impact chez les électeurs? Quelle cause? Les restos du cœur. Voilà un exemple. Le harcèlement, le nombre de gamins qui sont... Il y a 12 000 gamines qui sont dans l'ASE et qui se prostituent avec des gamins. On en parle de ça. On parle de narcotrafiquants à Nîmes qui vont acheter. J'aimerais que Souchon se positionne sur ça. Sur des grandes causes. Et dites-moi, pardonnez-moi, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu facile de taper comme vous le faites sur Souchon? Je ne tape pas. Moi, j'aimerais qu'il vienne nous aider, madame. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, les politiques, là, ils sont hyper contents d'avoir trouvé Souchon. Il a dit cette petite phrase, Souchon, et du coup, maintenant, la faute de la montée du Rassemblement National, si on considère que c'est une faute, parce qu'il y a plein de gens qui sont très contents que le Rassemblement National monte, ce serait de la faute de Souchon. Donc, je trouve que quand même, tous les gens qui ont été aux manettes, là, qui tombent à bras raccourcis sur Souchon, il a le dos très large. Je vous ai pas dit ça, je vous ai dit que c'était notre faute. C'était notre faute. Souchon écrit, c'est magnifique. Attends, Souchon, c'est un grand artiste. Il écrit, vous parlez des engagements, il écrit s'il y avait personne. Et s'il y avait personne. Si le ciel était vide. Si le ciel était vide. Abderrahman, etc. Il parle à un musulman, à un chrétien, à un juif. Et il leur dit, et si finalement tout ça, toute cette tragédie mondiale autour des grands monothéismes, et s'il n'y avait personne. Courageux, c'est comme il était courageux que Julien Clerc chante l'assassin assassiné. Quand le couteau est tombé, le crime a changé de côté. Après Pascal Perry, pourquoi la majorité des artistes sont à gauche? Cabrel sur la corrida aussi. Pourquoi? Cabrel sur la corrida, quand on est du Sud-Ouest, faire cette chanson sur la corrida, ça nécessite... Moi qui ai défendu... Ça, c'est des engagements. Ça, c'est des engagements. Enfin, ce qui est nul, pardonnez-moi, c'est qu'on fasse cette émission-là sans les extraits musicaux, parce que si vous voulez, là, on a envie de les chanter tous, et on comprend pas. Oui, mais il faut toutes les chanter, là. Magali. Juste, on va écouter. Et on vous a pas mais c'est The Voice aujourd'hui, l'émission. Vous ne m'avez pas entendu chanter. On est à The Voice, là? Oui. C'est pour ça qu'on vous invite. Non, parce que je vous respecte. Il est hors de... J'ai pas la voix d'Éric, et je peux vous assurer que c'est un cadeau que je vous fais. Je vous en dis ça, c'est pas vrai. On n'arrive pas. Non. Jules, l'auteur de BD, avait signé une pétition l'année dernière, 500 artistes qui s'étaient mobilisés pour appeler à ne pas voter le Front National, pour le Rassemblement National lors des législatives. Donc c'était l'année dernière. Il s'est confié à notre micro. C'est Audrey Borda qui l'a appelé ce matin. Écoutez. Je pense qu'il y a un agacement naturel de une bonne partie de la population envers les vedettes, envers les stars qui seraient déconnectés de la réalité, ce qui n'est pas complètement faux, évidemment. C'est très parisien, c'est des gens qui ont des moyens considérables, et on se dit en quoi ils pourraient représenter peut-être les Français. Et ça, sans doute, c'est vrai. Mais il va sans dire que le RN n'a pas besoin de ces repoussoirs pour fleurir. On voit bien qu'aujourd'hui, je dirais le ripollinage, l'embellissement du RN, parce qu'ils ont des leaders qui sont des beaux gosses, parce qu'ils savent bien jouer des réseaux sociaux, n'a aucun rapport avec le fait que telle ou telle vedette est prise pour ou contre position pour eux. Je crois surtout que c'est des coups d'épée dans l'eau, un petit peu comme les pétitions. On sait bien que ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est une façon de se rassurer. Je pense qu'effectivement, il y a un énorme travail à faire de discussion, d'ouverture envers notamment, je ne dirais pas le Front National, enfin le Rassemblement National, mais plutôt ses électeurs. En fin de compte, on se rend compte, et je ne pense pas du tout qu'il y ait 40% des Français qui soient des cons, comme certains l'ont dit. Je pense au contraire qu'il y a tout un désarroi et qu'il faut discuter en fait. Il ne faut pas perdre le contact avec des gens qui seraient tentés de voter RN et qui pourraient peut-être faire autrement aussi. Ça sert à rien de s'engager. C'est intéressant. Si vous voyez d'ailleurs, vous avez entendu donc de Jules, ce grand dessinateur de presse qui est avec nous, qui nous a donné cette interview à 11h. Si nous avons accolé le nom d'Arditi, c'est parce que il y a eu cette déclaration d'Alain Souchon la semaine dernière sur RTL qui disait faudrait vraiment être con pour que les électeurs français portent
Marine Le Pen au pouvoir ou le Rassemblement national au pouvoir. Donc ça a été beaucoup commenté. Et Pierre Arditi a jugé bon de venir au secours d'Alain Souchon ce week-end. D'ailleurs, Arditi, c'est quelqu'un qui est notoirement plutôt un type de centre-gauche, un artiste qui a le cœur à gauche. Mais pour le coup, ça ne sert à rien. Jules le reconnaît alors qu'il a signé cette pétition. Il dit ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Vous savez pourquoi? Juste à nous rassurer. Vous savez pourquoi ça sert à rien? Quand le RN était très bas, et qu'ils avaient franchement, et ça me fait mal de vous le dire, des candidats franchement qui n'étaient pas forcément des candidats qui étaient pour nous des vrais candidats plausibles. Aujourd'hui, ça a changé. Alors que maintenant, ils ont des casquettes nazies. Non, mais attendez, madame. Raison, moi, à l'Assemblée, je les vois. Le costume, la cravate, le poli, correct. Ils n'ont pas changé. Et pourquoi ils sont là? C'est notre faute. Moi, j'ai pas de souci avec ça. C'est la faute de la gauche, c'est la faute des écolos, c'est la faute d'En Marche. On a fait en sorte que les Français étaient très en colère. Vous savez que je viens d'un monde rural. Je viens du salon des maires. Les maires ruraux, ils nous disent, vous nous avez oubliés. C'est pas faux. Quand quelqu'un vous dit, vous nous avez oubliés, c'est que vous avez failli votre mission politique. Parce que vous croyez que ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, ça nous donne quoi comme... Est-ce que je dis le contraire? Voilà. C'est un bac à sable en ce moment. C'est le bac à sable. J'ai eu honte d'être parlementaire quand je sais ce qui se passe. Mais revenons, pourquoi le RN dans les territoires? Chez moi, j'ai été élu 3 mandats avec un RN fort. Ils me faisaient encore confiance, mais là, ils m'ont jeté, et ils n'ont peut-être pas eu tort, parce qu'ils m'ont dit, vous nous connaissez plus, vous nous parlez plus. Et donc, le vrai débat, c'est la fracture qu'on a entre les territoires. Le vrai débat, c'est ces territoires qui sont oubliés. Et on a aujourd'hui, malheureusement, cette société de crispation. Ceux qui marchent sont ceux qui clivent. LFI, ils clivent avec Gaza, et le Rassemblement national, ils clivent avec l'immigration. Et nous, on est au milieu, et on ne sait pas quoi dire. Et que ce soit... Ce qui serait bien, c'est que vous arrêtiez de dire et que vous fassiez, en fait. Le vrai problème, moi, je pense qu'il est là. C'est qu'on est dans un monde où les gens disent. Et effectivement, on a aujourd'hui des politiques qui disent et qui n'arrêtent pas de dire. Et ça, effectivement, il va dire jusqu'en 2027, ce pauvre président Macron, parce que comme il n'a plus de pouvoir, on va faire que dire. Et c'est sûr que plus on dit, moins on fait, plus le RN prospère. Donc après, moi, je veux bien qu'on tape tous à bras raccourcis sur ce pauvre Alain Souchon. Et honnêtement, je pense que c'est quand même épiphénoménal par rapport à tout le reste, et qu'on est quand même dans un moment où effectivement il serait temps de faire. Et c'est le seul truc. Moi, je me rappelle en tout cas, il y a un homme très talentueux qui est l'humoriste Alex Vizorek, qui avait fait une de ses meilleures chroniques quand il était face à Marine Le Pen. Et il a dit en fait, je crois que je vais commencer à vous faire une déclaration d'amour et à vous dire que je vous trouve formidable, etc. Parce que avant j'étais à France Inter, maintenant je suis à RTL, et j'ai passé ma vie à vous taper dessus. Vous n'avez fait que progresser. Donc, je pense que je vais vous faire une déclaration d'amour. On sait jamais pour faire l'inverse. Vous savez, c'est une question qu'on s'est posée parce que souvent l'engagement des artistes ou des sportifs d'ailleurs en France pose problème. Ils osent pas quelquefois dire ce qu'ils pensent parce qu'ils disent ça va se retourner contre nous, contre moi. C'est pas tout à fait le cas aux États-Unis où les stars d'Hollywood s'affichent aux côtés des candidats. Ça a bien réussi avec Kamala Harris. Oui. Ouh là là, gros succès. Il y a une étude qui a été menée parce que notamment là on voit Beyoncé avec Obama par exemple, et on vous a sélectionné pas mal d'acteurs ou de chanteurs qui sont Stallone avec Trump, avec les présidents Stallone. ou avec les candidats. Ce qui avait marqué l'année dernière dans la campagne, c'est Taylor Swift, la chanteuse aux millions et millions de fans. Eh bien, pour une fois, c'était prononcé pour un candidat, en l'occurrence Kamala Harris. Et on s'était dit, est-ce que le poids de Taylor Swift va se traduire dans les urnes? Est-ce qu'on verra un effet? Il n'y a pas eu d'effet de Taylor Swift. Oui, vous avez raison. Il n'y a jamais d'effet, ni de George Clooney, ni Brad Pitt, ni personne. Vous savez ce qui me gêne, alors, non, mais je vous écoute tous depuis tout à l'heure, et je me dis, tu veux que Marine Le Pen triomphe aux prochaines élections, tu sonnes le banc et l'arrière-banc des artistes qui appellent à voter contre elle. Et vous savez, c'est contre-productif en diable, ce truc. Parce que le vrai débat aujourd'hui, moi qui suis du monde rural, enfin Montpellier, c'est une métropole, c'est la relation qu'on a avec la capitale, et donc un artiste engagé parisien de la capitale du 6e arrondissement, ça parle pas à la ménagère de Lunel. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est pas moi, c'est pas vous d'ailleurs. Chaque fois d'ailleurs, je pense à Lunel, je pense à Magali chaque fois. C'est une ville de Montpellier, c'est pour Magali a acheté la ville de Lunel, c'est pour ça qu'elle en a pris le nom. C'est une riche héritière, en fait. Plus sérieusement, si vous voulez, ça ne pas. Arrêtons de stigmatiser le Front National. On pourra le combattre avec. Oui, ça a changé de nom, vous savez. Il faut écouter les chroniques de Pascal Perry sur l'économie. Il faut écouter les chroniques sur est-ce que le Rassemblement national aujourd'hui est capable de parler d'économie aux Françaises et aux Français. Parlons dans le cœur des Français et des Français, et donc un artiste engagé, au contraire, s'il veut nous aider, qui milite. Et là, ça changera.
Merci beaucoup. On vous invite toujours parce que vous êtes on a eu sans filtre. Vous savez qu'on a eu hier, on a parlé de la Bretagne. Ouais. On a eu des milliers d'appels de gens qui nous ont dit mais pourquoi vous faites pas ça à chaque fin de on va faut qu'on parle. On essaye. On va s'y mettre. Mais que de la Bretagne. On va faire des petits voyages. On peut parler d'autre chose que de la Bretagne. Non. Des Vous voulez parler de la Camargue. Si vous voulez, on va faire des petits voyages. On va parler de la Corrèze. Ouais, si vous voulez. Eh ben c'est bon. Allez, on a pris des notes. On a fait la Bretagne hier, la Corrèze demain, l'Hérault après. L'Hérault, la Camargue. Il faut juste des belles histoires et je vous les raconte. Mais vous les aurez, Magali. Je vous les raconte tous les jours à 14h15. On lit beaucoup, nous, la presse quotidienne régionale. Et c'est là qu'on les Bon, mesdames, messieurs, vous pouvez faire la sieste ou bien, vous avez le choix, continuez à regarder LCI. Vous choisissez sieste ou LCI. Vous n'avez pas d'autre choix. Dans un instant, c'est Marie-Aline Méli. Salut, à demain midi.